décret là, de renonciation à la nationalité française, on n'a pas besoin de lui demander ça. C'est comme toute autre personne. Michel Gbagbo a un passeport, tout le monde a un passeport. Donc ne prenez pas ça comme un... Voici là où vous faites l'erreur. Attendez. Voici là. Attendez, enfant béni. Attendez. Winner, excuse-moi. Parce que je pense que le frère, il est un peu perdu. John, je ne suis pas perdu. Non, attends, tu as donné un vilain exemple. Michel Gbagbo subit la nationalité française. Michel Gbagbo est né français. Il subit... Attends, doucement. Non, vous parlez... Parce que vous l'avez dans tous les sens. Non, avec la double nationalité. Écoute-moi. On ne parle pas de double nationalité là. Mais attends, fais l'effort de m'écouter. Écoute-moi. Je dis, si on prend l'article 48 du Code des nationalités 61, c'est pas nous qui le disons, c'est vous. À partir du moment où une personne est majeure, elle va être naturalisée, elle perd sa nationalité ivoirienne automatiquement. Ce qui veut dire que Thiam n'est plus ivoirien depuis 1987. Est-ce que tu comprends? Je me sens là. Comment on sait que Thiam n'est plus ivoirien à l'ambassade de France depuis 1987 là? Comment mais parce que Thiam, c'est pas caché. Avant de lui délivrer le passeport. Mais quand on dit Thiam est ivoiro-français, on te dit même que Thiam est pressenti à Bercy. Thiam, quand on le présente depuis l'ivoiro-français Tidjane Thiam, pourquoi on ne dit pas l'ivoirien simplement? Si on dit ivoiro-français, c'est qu'il a un côté français, sa nationalité française. Parce qu'il est ivoiro-français là, qu'on lui a délivré le passeport. Mais maintenant, on ne peut à la pas... suite... Attends, doucement. Non. Attends, désolé. Tu es en train de nous aider. Attends. Si tu dis que c'est parce qu'il est ivoiro-français, on est d'accord. Il est ivoiro-français qu'on lui a donné le passeport. Donc, Thiam est né français. On est d'accord? Prouver qu'il est né français? Non, parce que non, attends, doucement. Pour avoir la double nationalité, il faut subir la nationalité. Pour avoir la double nationalité, il faut subir... C'est-à-dire que Michel Gbagbo, là, on dit qu'il est ivoiro-français parce qu'il est né français. Est-ce que Thiam a prouvé qu'il est né français? Mais si tu dis que toi-même, tu dis qu'on lui a donné le passeport parce qu'il est ivoiro-français, c'est qu'il est né français? Sinon, quelqu'un qui prend la nationalité à sa majorité ne peut pas, parce qu'il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Est-ce que tu comprends? Si toi-même tu dis qu'on lui a donné le passeport parce qu'il est ivoiro-français, donc Thiam a subi la nationalité française, il est né français. Donc tu choisis quoi? Il est né français ou il a perdu sa nationalité ivoirienne? À toi de choisir. Choisir. Ah, ok, d'accord. Bon, monsieur Mino, continue. C'est que vous faites comme un amalgame sur le sujet de Thiam. Je vais rapidement continuer. Vous aurez une prise de parole, vous allez avoir le temps de développer. On dit que le président de la République est garant des institutions de la République. Vous comprenez ce que je veux dire? Le président de la République qui demande à faire délivrer un document administratif de la Côte d'Ivoire va d'abord s'assurer de la vérification des informations avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas n'importe qui pose cette action. Cette action qu'il pose là peut porter préjudice demain. Donc, il se rassure premièrement d'abord de toutes les informations avant de poser l'action. C'est parce qu'il s'est rassuré des informations qu'il a posé son action. Maintenant, dans le cas contraire, lorsqu'il revient lui-même de par ses responsables, dit que le monsieur n'est pas ivoirien, cela voudrait dire indirectement que le président s'est rendu coupable de faux, c'est-à-dire que de complicité de faux. C'est le président qui s'est rendu coupable de complicité de faux. Parce que pour pouvoir faire le passeport ivoirien, il y a des documents administratifs d'abord à vérifier. Même si Thiam dit qu'il s'est naturalisé ou quoi que ce soit, le président de la République ne peut pas me dire que lui, il a la... Vous m'entendez? Oui, allons-y, on vous entend, voilà. Les gars. Le président de la République ne peut pas nous dire que lui n'a pas cette information-là de la naturalisation de M. Thiam. Mais avec toutes ces informations-là, il a décidé, lui, de délivrer un passeport à Tidjane Thiam. Ça veut dire qu'il s'est rendu coupable. Deuxième des choses que je veux dire, c'est quoi? C'est que les partisans du RDR qui viennent sur les panels, les RHDP, mais vous ne connaissez même pas le statut et règlement du RHDP. Si vous connaissiez le statut et règlement même du RHDP, vous n'allez même pas vouloir venir défendre même une exclusion. Parce que dans vos statuts, l'article 3, le paragraphe 2 de votre article 3, de vos statuts et règlements, ils disent quoi? Je vais revenir là-dessus. Peut-être que vous ne savez pas. On dit que le RHDP a pour objectif de conquérir et exercer le pouvoir d'État par des voies démocratiques. Pour atteindre cet objectif, le RHDP s'engage à, le paragraphe 2, tout mettre en œuvre en vue de supprimer toute forme d'inégalité, d'exclusion arbitraire, d'exploitation et d'aliénation. D'exclusion arbitraire. Ça est dans vos statuts et règlements. Ça veut dire que
vous-même, vous piétinez vos statuts et règlements dans la mesure où vous venez défendre le fait que des personnes soient exclues. Il faut que vous compreniez ça. Ça veut dire qu'un personnage qui se reconnaît du RHDP, normalement, ne doit pas venir défendre une exclusion. Parce que dans ces statuts et règlements-là, ils disent que eux, ils vont s'engager à lutter contre ça. Mais ce que vous faites actuellement, vous n'êtes pas en train de lutter contre ça. Vous êtes en train d'appliquer cela. Et cela va à l'encontre, contradictoire même à vos statuts et règlements. J'ai entendu quelqu'un dire sur ce panel-là, quand il était en train de parler des élections de 2010, des élections de 2000. Je vais dire quelque chose par rapport à ça. Si on veut s'amuser avec des chiffres de 2010, 2015 et de 2020, essayons seulement de nous amuser avec 2010, 2015 et 2020. En 2010, le président Alassane Ouattara, il a eu 1 400 000 voix. Le président Gbagbo a eu 1 700 000 voix. Le président Bédié a eu 1 100 000 voix. Je pense, voilà. Il a eu 1 100 000 voix. Au deuxième tour, quand on regarde les voix de Bédié et les voix du président Alassane Ouattara, ils n'ont pris que 1 million de voix du président Bédié pour les mettre sur le président Alassane Ouattara, ce qui a fait 2 600 000 voix, je pense bien, 2 400 et 600 000 voix. Le président Gbagbo, c'est-à-dire le reste des partisans d'Alassane de Bédié là, ont été reportés sur les voix de Gbagbo, ce qui lui a donné 2 100 000. Quand on va, regardez bien la valeur du deuxième tour, c'est-à-dire quand on additionne Bédié et Alassane, regardez cette valeur-là, et allez regarder en 2015. C'est-à-dire que l'élection de 2015, là, dans la mesure où Bédié était toujours dans le RHDP, c'est la même valeur qui a été reportée là. Mais c'est quelque chose qui est bizarre. Chose bizarre, c'est que en 2020, lorsque Bédié se retire, il ne se retire plus avec sa valeur de 1 100 000, mais le RHDP double maintenant son nombre de voix. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que Bédié sort du RHDP et le nombre de voix du RHDP augmente. C'est-à-dire, Bédié, qui avait 1 million au premier tour de 2010, en 2015, quand on additionne lui et puis Alassane, ça donne la même valeur en 2015. En 2020, lorsque Bédié décide de sortir, la valeur là ne diminue pas, mais elle augmente. Je ne sais pas comment est-ce que le RHDP fait ce calcul-là. Ça montre qu'effectivement, la CEI est influodée et travaille même au compte du RDR. Parce que c'est ce qui allait nous permettre de pouvoir comprendre qu'effectivement, il n'y avait pas de problème, c'est que les 1 million au moins soient retirés de cette valeur de 2020 là. Mais elle n'a pas été faite ainsi. Ça veut dire que le RDR est dans un travail avec la CEI. Restons là-dessus. Allons ici à ABI. ABI, qui dit que le PPACI n'est pas reconnaissant. Mais ABI ne l'a pas dit personnellement, c'est une question qui lui a été posée. Est-ce que le PPACI est allé vous rendre visite? Il a répondu par non. Et qu'il n'est pas politicien, il ne veut pas rentrer dans la politique. Parce qu'il sait très bien que le RDR peut utiliser ça comme élément ou bien argument, puisqu'ils sont en perte de vitesse. Dans la mesure où vous êtes en perte de vitesse, tous les moyens sont bons pour pouvoir vous permettre de rehausser votre image. Dans la mesure où ce RHDP-là, la personne que l'on sait qu'ils ont le plus peur, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, il faut salir le nom du président Laurent Gbagbo en disant que ceux-là même qui ont été fidèles au président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo les a abandonnés. Mais c'est archi faux. ABI ne l'a pas dit. Il a dit simplement que les gens ne sont pas venus lui rendre visite et ne l'ont pas appelé. Mais tout le monde était en prison. Et tout le monde est sorti de prison. Imaginons que toi, Léo, nous sommes des amis proches, nous avons travaillé ensemble et nous deux, nous avons été en prison. Demain, nous sortons de prison. Qui rend visite à son ami? Qui doit rendre visite à l'un ou à l'autre? Vous allez me dire, non, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo est un président. Donc, normalement, celui-là même qui doit poser le premier pas, c'est celui-là qui est inférieur. Donc, le colonel ABI qui est sorti là, c'est lui qui doit aller saluer son grand frère. Je ne vous coupe pas, mais lorsque le président Gbagbo est venu de prison, c'est pas lui qui est allé voir le président Alassane. Vous comprenez? Qui est allé vers qui? Donc, le président Gbagbo, les uns parlent pas. Qui est allé vers qui? C'est assez facile à comprendre. Donc, celui-là qui est le plus grand, il attend, le plus petit vient vers lui. Parce que les deux étaient dans la même situation et sont sortis de cette situation-là. On peut dire que M. ABI
est malade. Oui, c'est une situation qui est déplorable, que nous tous, nous déplorons. C'est pourquoi tous les Ivoiriens, la main sur le cœur, essaient de pouvoir contribuer de sorte à ce que cet homme-là ne puisse pas partir. Mais il n'est pas membre du PPACI. Il faut que vous le notez très bien quelque part. Il n'est pas membre d'un parti politique. C'est pourquoi, quand il était en train de parler, la première des choses qu'il a fait sortir dans sa bouche, c'est que je ne veux pas rentrer dans la politique. Il ne faudrait pas que vous amenez mes propos dans une histoire politique. Voilà. Et il s'en est arrêté là. Il faut que on soit d'accord là-dessus. Donc, le PPACI, qui est un parti qui vient de... Si on disait le FPI, je pourrais comprendre. Mais le PPACI est un parti qui vient d'être créé. Est-ce que le PPACI était au pouvoir pendant qu'ABI était en fonction? Non. Le PPACI vient d'être créé. Donc, si ABI doit se plaindre à quelqu'un, c'est au FPI. Le FPI qui existe toujours. Donc, ABI doit dire que le FPI n'est pas venu me rendre visite parce que je travaillais au compte du FPI ou bien le FPI était au pouvoir pendant que j'étais en train de travailler. Mais il ne parle pas du FPI. Vous me parlez du PPACI. Le PPACI est un nouveau parti qui vient d'être créé. Si on veut s'amuser avec les mots comme vous le faites souvent, on peut s'amener là-bas pour dire que ABI n'a pas travaillé pendant que le PPACI est au pouvoir. Et le PPACI n'a jamais été au pouvoir. Ok, monsieur Wiener, vous avez une minute pour chuter. D'accord. Donc, je veux dire que le RHDP est en perte de vitesse. Et le RHDP le sait très bien. Ce qu'ils ont fait en allant acheter la conscience des hommes afin de pouvoir aller remplir le stade. Pour eux, c'est une bonne chose. Mais à la réalité, de façon démocratique, ça montre effectivement que ce parti-là n'est pas un parti qui respecte les normes de démocratie. Parce qu'aux États-Unis, je vous rappelle que lorsque on allait aux élections présidentielles, Elon Musk a voulu ouvrir un système dans lequel les jeunes devaient venir s'inscrire et il allait peut-être les donner un peu d'argent par rapport à un certain nombre de choses. Mais les gens ont dénoncé ça. On dit que c'est de l'achat de conscience. Et l'achat de conscience est puni et est punissable. Donc, ce que le RHDP a fait, on appelle ça de l'achat de conscience. Normalement, si on est dans un état normal de droit, cet état-là doit faire appel à ces cadres-là qui ont fait sortir ces finances-là pour payer ces gens-là, pour demander là où l'argent est quitté. Mais comme ce sont eux qui sont au pouvoir, on ne pourra rien les faire et ça va rester comme ça. Donc, vous avez rempli le stade, c'est une bonne chose. Donc, ouvrez le stade aux autres. Ne les empêchez pas d'avoir des lieux pour pouvoir faire leur meeting. Donnez-leur cette possibilité-là aussi de montrer qu'ils sont minoritaires. Montrez aux yeux du monde qu'ils sont minoritaires. Lorsqu'ils viendront vous demander le stade, que vous les accordez ce stade-là. C'est là que je vais m'arrêter. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous avez même posé la question ici de savoir où est-ce que le RHD prend tout cet argent pour acheter la conscience des gens. Les gens trouvent que non, ils ont un budget qui leur permet de... Oui, on sait ça, tout parti politique a un budget, mais pas un budget pour soudoyer son électorat et puis avoir encore de l'argent pour pouvoir vivre au sein du parti. Tous les partis voulaient faire ça. Et puis le budget, c'est combien? Combien? L'argent qu'ils ont donné la dernière fois, d'après vous-même, il y a eu 100 000 et comment dirais-je, personnes à Bimpe là. Si on veut 5 000 par personne là, quand même, actuellement là, je ne suis pas sûr que le RHDP allait exister encore parce que les fonds allaient être oubliés. Voilà, mais je vais passer la parole à Ivan. Il va prendre sa motion et puis après, on va passer à quelqu'un d'autre. Oh, merci Blessing. Ben, on a bien écouté Wiener, hein. Il a quand même essayé de dire. Wiener, il a quand même essayé de dire certaines choses, mais là où moi j'attire l'attention, c'est que on est sur un panel bien entendu pour apprendre, c'est le premier objectif. Moi j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que il faudrait exclusivement être ivoirien pour bénéficier du passeport ivoirien? Je reprends. Est-ce que celui qui est né français, qui a la nationalité ivoirienne, peut bénéficier du passeport ivoirien ou bien il ne peut pas? Je pose cette question pour dire que, est-ce qu'au sein de l'ambassade ivoirienne à Paris, à l'intérieur de l'ambassade, un citoyen qui vient avec la preuve de sa nationalité ivoirienne, peut-être une carte d'identité ou autre chose, qui fait sa demande de passeport dans les normes, on doit aller mener une enquête d'abord pour savoir s'il est né français ou bien s'il n'a pas avant de lui attribuer le passeport ivoirien. Ça, c'est ma question. Le code de la nationalité, là, l'article 48 est clair. C'est-à-dire, pour quelqu'un, par exemple, qui est né d'un père ivoirien sur le sol français, il a la nationalité ivoirienne. Parce qu'il est né ivoirien.
Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, par exemple, qui allait faire la demande de naturalisation, cette personne-là prend une nationalité. Maintenant, quand tu vas faire la demande de passeport, il y a des éléments que tu dois envoyer. Comme par exemple, ta pièce d'identité, ton casier judiciaire, ou bien, je sais pas, ton certificat de nationalité, et consort. Et aussi, il y a ton empreinte digitale à l'extérieur. Je vais dire quelque chose. À l'extérieur du pays, là. L'empreinte digitale est très importante parce que cette empreinte digitale-là permet de pouvoir avoir tous les éléments te concernant. Ton empreinte digitale, là, il est personnel. Donc, quand tu mets ton empreinte digitale, normalement, il doit te donner l'information te concernant. De plus, celui-là qui vient demander le passeport, si ce n'est pas une personne connue, on peut comprendre. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne connue comme Tidiane Thiam, qui a passé sur les médias internationaux, que les Français, dont les Français parlent, c'est-à-dire qu'on parle toujours de sa double nationalité et qu'on sort. Normalement, cet homme-là, avant qu'on ne puisse lui attribuer un passeport, on doit vérifier d'abord ces éléments. On doit vérifier les informations qu'il donne avant de lui donner le passeport. On ne donne pas le passeport ivoirien à n'importe qui. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, il y a des fraudes qui se passent, mais c'est parce que le système n'est pas vraiment regardant. C'est pourquoi on se trouve dans ce genre de situation-là. Mais Tidiane Thiam n'est pas n'importe qui. Il faut que vous le reteniez une bonne fois pour toutes. Tidiane Thiam, quand il vient et que vous lui donnez un passeport, c'est parce que vous avez regardé toutes les informations lui le concernant. Donc ne venez pas nous faire croire que c'est parce qu'il est né. Parce que vous êtes en contradiction avec vous-même. Parce que quand vous êtes en train de parler, c'est comme si Tidiane Thiam est né français et que vous lui avez donné le passeport et que maintenant vous allez aller vérifier et que vous avez rendu compte que non, il a. Non. Vous le saviez et vous lui avez donné. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Monsieur, je voulais rajouter en disant que, monsieur, nous tous ici, nous qui avons déjà fait un passeport, sinon nous qui avons peut-être déjà voyagé, la personne qui a déjà fait un passeport, avant d'aller faire ton passeport, les papiers qu'on te demande attestent que tu es un Ivoirien. C'est-à-dire là où tu fais le passeport même. Les papiers que tu demandes, les papiers que tu fournis attestent que tu es un Ivoirien, ou bien tu es un Burkinabé, ou bien tu es un. Les papiers d'abord, pour aller faire le passeport, attestent, confirment que vraiment tu es un Ivoirien avant que la procédure ne commence. Donc, si une personne fait sa procédure, on met une fraude, mais on sait que M. Tidiane n'a pas fraudé puisque c'est vous qui l'avez délivré le passeport. Avant qu'une personne fasse son passeport, toutes les informations attestent que la personne est une Ivoirienne ou bien la personne est un Burkinabé ou bien la personne est un. Donc, si le passeport lui est délivré par vous-même les autorités, déjà, bon, moi-même là, je sais que bon, s'il m'a fait mon passeport, que tous mes papiers prouvent qu'il y a eu mon passeport, si il reçoit mon passeport, donc ça veut dire automatiquement, mais on parle plus. On parle même plus ici, Ivoirien. À moins que j'ai fraudé. Voilà, mais pour le cas de Thiam, on n'a pas dit qu'il a fraudé pour avoir le passeport ivoirien. C'est vous qui l'avez délivré. Il ne voit même pas où est le discours, il ne voit même pas où est le truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez même déjà. Donc, Monsieur Léo, je vais vous dire merci. Prenez Monsieur Tchélé Cobré. Monsieur Tchélé Cobré, vous le prenez à ma place. Je pense qu'il va vous apporter beaucoup sur ce panel. Et je vais demander aux 444 personnes, donnez de la force à Blessing Mike et à Léo. Parce que ce qu'ils font, mine de rien, vous prenez ça au hasard, vous pensez que c'est un jeu. Et moi, je veux remercier Ivoiricain, je veux remercier KSK Indus, parce que c'est ça le débat. Au lieu de se tirailler, de faire la guerre, on échange. C'est un débat d'idées. Et que les arguments gagnent. Mais donnez de la force aux frères. Je salue aussi, je fais un coucou aussi à Kwasi Jonathan, à Winner, mais donnez de la force aux frères. Donnez-leur de la force. Partagez, abonnez-vous à leur page. Moi, c'est un pur bonheur, un pur régal de venir les matins ici m'entretenir avec eux parce qu'ils sont bons. Et venez ici, c'est les idées qui gagnent. Il n'y a pas quelqu'un qui est favorisé, il n'y a pas quelqu'un que quelqu'un ici. Tout le monde est libre de parler. Et force à vous les gars, on est ensemble. Vraiment, merci. Pendant que je parle, madame. Je souhaite que tu restes à mon intervention d'abord parce que je veux souligner un fait. Oui, quoi si je suis... En fait, il y a Tchélé qui va monter, je suis en bas. S'il faut que je remonte, je vais remonter. Je laisse ma place à Tchélé, mais je t'écoute. S'il faut que je monte, je vais monter. Le parti ivoirien, là, c'est pas tout le monde qui le moins, c'est un sophiste. Donc, lui, là, les gens ont trop peur de lui. Donc, restez juste en bas, là. Mon frère Léo. ouais. Voilà. Vraiment, aujourd'hui, le débat est vraiment de haut niveau. Quand on sent qu'elle est
et tous mes frères, Kwasi, Winner, surtout Winner aussi, est là. Moi, personnellement, bon, je ne fais que boire du petit lait. Donc, je vais laisser ma place à mes gars. Je pense que j'ai un autre en bas là, il doit monter. Je ne sais pas si Kiki l'Impérial est là ou pas. Il peut monter pour que je puisse continuer à boire du petit lait. Merci. Je descends. Je ne vois pas Kiki, mais oui, il y a Ivoire qui est là. Ivoire dit que ah ouais. Non, Ivoire est là. Ivoire, tu es là ou pas? Il n'a pas encore fait sa demande. Okay, on va laisser la parole à... Je crois que c'est le seul RHDP parmi nous, donc on va lui permettre de parler. David, non, attends, monsieur Kwasi a déjà parlé, il est là il y a longtemps. Hein. Ok, monsieur Kwasi, vous avez la parole, parce que vous voulez faire un peu de... Tu vois, ok, allez-y. Monsieur Kwasi, si vous permettez, on va équilibrer, on va laisser la parole à... Merci beaucoup. Donc, vas-y, donne. Monsieur, vieux père, le vieux père, pardon, fais ta demande, tu vas monter, vieux père. Vieux père, fais Monsieur Léo, excusez, moi je vais juste tomber. Vu que là il est 8h, je vais dormir rapidement. Merci pour la force les gars, merci pour le panel. Voilà. Vous voyez, moi c'est mon école, hein. Voilà, je suis l'élève à Onsan. Voilà, donc c'était pour signifier ça. Du coup, quand il monte, moi j'ai plus rien à ajouter. C'est un peu ça les gars. Merci encore, on est ensemble. Prenez soin. On est ensemble et puis je crois qu'on aura toujours besoin de vous. Ok, Ivoiricain. Voilà, on va, comme KSK a déjà parlé là, on va te laisser aussi t'étaler et puis bon, les autres vont réagir. Mais moi, je tiens particulièrement à te remercier parce que tu devrais aller prier et dans les commentaires, on causait, je te disais comme cela de rester. Voilà, et puis je crois que bon, il sait pas, mais tu n'es pas descendu à ma connaissance jusqu'à maintenant. Tu as vraiment le temps. Voilà. Je voulais rajouter en disant vraiment merci, même si on s'attache ici, mais c'est un grand frère qui respecte beaucoup le panel et on respecte beaucoup aussi. Voilà. Mais seulement que souvent tu nous dois un peu d'une manière là. Mais bon, on va passer dessus. D'accord. Merci les gars. Merci. Excusez-moi une seconde. Vous allez parler. Une seconde. Juste une petite motion d'une seconde. Parce que j'étais en bas, j'étais couché. Je voulais apporter un petit détail, une petite précision sur le cas de M. Thiam. C'est pour cela que j'ai insisté à monter. Les gens confondent. Vous savez, Thiam fait partie des binationaux. Il n'est pas concerné par l'article 48. Thiam est né français. Parce que ce détail-là, vous l'avez un peu oublié. Il est né français. Thiam, avant qu'il ne vienne au monde, son père était français. Quand on dit être né français, c'est pas être quand il naît forcément sur le territoire français. Son père était déjà français avant qu'il ne vienne au monde. C'est quand il était en vie que son père a été naturalisé ivoirien. Plus tard. Thiam était déjà né quand son père a été naturalisé français. Donc, Thiam est né français. Il n'a pas été naturalisé français. C'est différent. Donc, les histoires de l'article 48, là, les gens ne sont pas allés au bout. C'est-à-dire, ils ont fait, c'est une mascarade, en fait. Thiam est né français. Quand les gens disent, oui, il allait en 96, il s'est naturalisé. Non! C'est par, qu'on appelle ça? Il y a le terme affiliation, qu'il allait demander sa nationalité française. Quand il naissait déjà, son essai date de naissance se trouvait dans les registres français ici à Abidjan. Même à Nantes, dans le journal officiel, son extrait existait déjà. Donc, Thiam, c'est un binational. Il est comme il bénéficie la même loi, les mêmes privilèges que M. Michel Babou. C'est les mêmes. Allons en 200, s'il vous plaît, allons en 200, Donc, le cas Thiam, là, il est né français. Thiam n'a pas été naturalisé français. C'est différent. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme précision. C'est pour ça que j'ai insisté à monter. Ok. Je crois qu'il y a Daron même qui voulait aussi monter pour éclaircir cette histoire de nationalité-là. Ok. Merci. Et puis, sans plus tarder, on va laisser M. Ivoiricain parler. Et puis bon, après, les uns et les autres vont réagir. M. Ivoiricain. Oui, merci Blessing Mike. Merci à Léo de me recevoir toujours sur le panel. Ça fait plaisir. Bon, il est important de clarifier que Mike, lorsque j'ai voulu aller prier, je ne suis pas descendu, mais j'ai fermé mon micro, j'ai fini ma prière et je suis revenu. Donc voilà, sur le panel, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Je salue quand même aussi, comme je l'ai dit, le fait que Nissan soit très structuré dans le débat, mais j'ai pu relever quand même ce qui me paraissait pas vraiment cohérent dans ses dires. Il a tenté de me répondre, j'ai pris acte, mais jusqu'à présent, je reste dubitatif sur certaines choses.
Mais moi, je vais avancer dans le débat parce que, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, moi, je pense que faire de la politique, c'est agir pour le bien-être du peuple. Et lorsqu'on agit pour le bien-être du peuple, il faut que des résultats soient palpables. Il faut que ce peuple-là soit capable, en fait, de voir de manière, je vais dire macroscopique, en fait, les résultats, en fait, du combat qu'on est en train de mener pour ce peuple. On est d'accord qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, en fait, même de la vie sociale et l'égalité entre les différents, je vais dire, les différents Ivoiriens et tout, et lutter contre les disparités, mais également, ce qui est très important pour moi, un grand pan du développement, en fait, c'est d'abord la sécurité. Ça, on en parle. Et je ne sais pas pourquoi, quand on en parle à chaque fois, ça soulève une sorte d'irritation du camp adverse, je veux dire le PPACI. Mais bien entendu, quand on parle de ce que le président Ouattara a fait, on est obligé de parler en fait de celui qui l'a précédé immédiatement si on reste dans le postulat selon lequel l'État c'est une continuité. Où est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? Où est-ce que la Côte d'Ivoire était hier? Ce sont des questions importantes. Celui même que vous défendez en parlant du prétexte de la guerre, lui-même il vous rétorque que la guerre n'est pas un prétexte. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le président Laurent Gbagbo a dit que la guerre ne peut pas être un prétexte. Et il disait en substance il disait en substance en fait que lui il possède la partie utile de la Côte d'Ivoire. Mais quand on finit de faire ces deux déclarations, est-ce qu'on doit être excusé? Moi j'ai un problème avec les gens du PPACI qui trouvent toujours des excuses au président Laurent Gbagbo. Mais qui est donc ce président à qui il faudrait trouver des excuses? L'excuse de la rébellion, l'excuse de... Non, je répète, le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir n'a pas sécurisé le pays. Les 322 462 km² n'appartenaient pas au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire était divisée en zone CNO. Et quand on le dit, on poursuit pour dire qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 14 ans que la Côte d'Ivoire est stable sur le plan sécuritaire. À partir du moment où on finit de faire ces deux déclarations, on a des gens en face qui nous disent que, bien entendu, c'est parce que l'opposition qui est en face du président Ouattara est une opposition civilisée. C'est pour ça que le pays est stable. Moi, je me pose la question de savoir à quel moment l'opposition a en charge la sécurité d'un pays pour pouvoir lui attribuer la stabilité ou les 14 ans de stabilité du président Ouattara. On est d'accord que la paix est l'affaire de tous. Ça, on est d'accord. Mais en même temps, on se pose la question de savoir qui est en charge du ministère de la Défense, à qui les dirigeants de l'armée ont fait allégeance, qui est chargé de faire respecter l'article 34 ou l'article 54 de la Constitution ivoirienne. Mais c'est le président de la République. Mais on va aller dans votre sens, Blessing. Si vous dites que le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui opposant civilisé, c'est pour ça qu'on a le calme en Côte d'Ivoire. Si vous dites ça, moi j'ai envie de dire, Léo, pardon, excuse-moi, tu peux fermer ton micro, ça fait écho. Ah, désolé. Voilà. Donc, si vous dites que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, en tant qu'opposant civilisé, c'est lui qui garantit la stabilité du pays, moi j'ai envie de vous poser la question, mais quel Ivoirien n'aspire pas à la stabilité? Mais si c'est dans l'opposition, sur le banc de touche, que le président Laurent Gbagbo est efficace, qui peut nous donner la sécurité et la stabilité? Mais notre prière, c'est qu'il y reste. Qu'il reste éternellement pour pouvoir garantir cette stabilité. Vu que vous voulez arracher la paternité des 14 ans de stabilité au président Ouattara pour lui donner, parce que c'est un opposant civilisé. Non, mais laissons-le là-bas et puis on a la paix, on est tranquille. Ça, c'est mon premier fait. Le deuxième fait, je dis que sous le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a connu des déboires hilarants en termes de détournement et de crimes financiers. Je le dis et j'insiste. Sous l'ère du président Ouattara, c'est vrai, on ne peut pas tout dénier, en fait, tout rejeter. Il y a la corruption qui existe, on est d'accord. Mais il y a des instruments quand même qui permettent à l'État de lutter en fait contre cette corruption. Et parmi ces instruments, on a la Cour des comptes qui existe. Parmi ces instruments, on a le pôle pénal économique et financier qui existe. Et parmi ces instruments, on a la haute autorité pour la bonne gouvernance qui existe. Et d'ailleurs, la haute autorité pour la bonne gouvernance déclarait que, en termes quand même de déclaration de patrimoine, des assujettis à la déclaration de patrimoine, la Côte d'Ivoire aujourd'hui compte 10 000 assujettis à la déclaration du patrimoine. Mais quand on prend une référence par rapport aux pays qui nous entourent, on a 4 000 assujettis au Sénégal et on a 5 000 assujettis au Burkina. Ce sont des efforts.
Nous, ce qu'on décrit, c'est que ce soit l'entourage immédiat, le cercle immédiat du président Laurent Gbagbo qui soit responsable en fait de ces crimes financiers-là. Maître Bailly Patrice, dont j'ai parlé là, c'était qui? Mais il faisait partie de la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui a coupé son micro. Complice lorsqu'on a découvert les gars, s'il vous plaît, 2 milliards. Le live, s'il vous plaît. Lorsqu'on a découvert tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Ouais, mais les gars, ceux qui sont non, c'est le réseau certainement. Donc je disais que pour continuer, Maître Bailly Patrice. Alors, Maître Bailly Patrice, c'est celui qui a été cité par M. Yed Stéphane dans l'affaire des 2 milliards de faux billets en dollars qui ont été découverts dans une maison inachevée. Et quand ils sont venus à la barre, Maître Bailly Patrice est venu avec son acolyte, avec tout leur arsenal. Ils avaient des sacs pleins de minerais d'or, ils avaient des machines pour fabriquer des faux billets, mais les États-Unis ont voulu voir clair dans ce procès. Vous pensez que ce genre d'attitude, elles peuvent en fait crédibiliser la Côte d'Ivoire aux yeux du monde? Mais moi, je pense que la diplomatie ivoirienne était au plus bas avec le président Laurent Gbagbo. Parce que si on tolère des actes de vandalisme, comme par exemple le broutage de la secrétaire rapprochée du président Laurent Gbagbo à hauteur de 65 millions, j'insiste pour le dire, Madame Gomé, Emilienne, Hilaire, elle a soutiré 65 millions de francs CFA au directeur général de MTN Côte d'Ivoire. Mais ce qui était le plus hilarant, c'est qu'il y a un procès qui a été fait et M. Désiré Tagro a pris un arrêté ministériel pour expulser le DG de MTN Côte d'Ivoire sous le prétexte en fait de raisons diplomatiques. Moi je dis et je répète, je dis que Léo, ce genre d'attitude, ça que s'apparente à un état gangster, un état voyou en réalité qui met au plus bas. Oui, Blessing. Oui, mais je vais chuter là pour dire que ce genre d'attitude, en fait, ça discrédite, en fait, le pouvoir d'État et l'État même ivoirien. Il faut le dire. Ce sont des vérités qu'on nous cache. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de détournement en Côte d'Ivoire. Non, attends. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je finis, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non. Voilà. Oui. Je ne peux pas finir ce débat sans rappeler un des plus gros scandales politico-industriels, en fait, de la Côte d'Ivoire. Alors, ce scandale a été initié par M. Jean-Claude Hamon, qui était le conseiller industriel du président Laurent Gbagbo. Il y a 250 000 $ du contribuable ivoirien qui ont été envoyés à M. Bané Ousmane pour faire un soi-disant audit pour l'achat d'une usine fictive à Fulton. On sait ça. Mais le plus grave, c'était les 242 millions qui étaient décaissés chaque mois pour payer des employés fictifs de cette usine-là. Mais quand on finit de dire ça, on dit qu'avant-hier, là, le pôle industriel du Conseil Café Cacao a ouvert l'usine numéro 2 de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Transcao numéro 2. Et ça permet à des jeunes Ivoiriens de s'initier au métier du chocolat. Ils sont formés sur place. Mais c'est de ça qu'il s'agit, la politique, en réalité. Faire en sorte que la population ivoirienne puisse profiter. Mais quand une usine est fictive, qu'elle n'existe pas, qu'elle se trouve quelque part où personne ne sait, et puis on envoie de l'argent chaque mois du contribuable ivoirien, mais on ne peut pas prétendre à vouloir briguer encore la magistrature suprême en fait de notre État. Je vais chuter ici sincèrement pour appeler les nouveaux majeurs, les jeunes qui nous écoutent, ceux qui ne sont pas contemporains de cette histoire. Je leur demande de se documenter. Tous les faits que je viens de citer, je peux vous donner mes sources, les dates des journaux et les dates. Je peux vous les donner. Allez-y consulter et sachez que aujourd'hui, si vous avez un père qui a un problème de santé, ça pourrait être dû par exemple au déversement du Probo Koala qui a été fait et le détournement de 100 milliards de Trafigura. C'est important de le dire. Bien entendu, je chute ici, le temps de reprendre la parole pour montrer les failles du génie politique du président Laurent Gbagbo. Merci. Merci, mon frère. Non, vraiment. Merci beaucoup, M. Ivarika. Moi, il a parlé là. Oui, monsieur David. Monsieur David, attendez un peu. Monsieur Ivaricain, merci. Mais changez des disques, changez des CD. C'est tout les mêmes choses que vous dites. Ça prend plus. Je suis désolé, mais. On n'envoie pas dose homéopathique. Faut pas t'inquiéter. On vient un peu. On sensibilise un peu. Ça va dépouler tout à l'heure. Vous devez changer des disques, si c'est ça là. Vous aussi, c'est la même chose que vous dites. Non, en fait, ce qui fait la différence entre, on peut dire M. Strand, ou bien les autres, M. Strand et vous, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la même chose à chaque panel, pardon. Mais à chaque fois que vous vous retrouvez ici, vous allez répéter les mêmes choses, vraiment, c'est... Du coup, tu vas arrêter de parler de rébellion, je vais changer de disque.
Bon, monsieur Léo, moi je crois que Ivoiricain a raison, hein, parce qu'un message là, tant que ça n'a pas encore transpercé les cœurs là, il faut toujours, voilà, répéter ce message là. Et il a raison, il est vraiment logique dans tout ce qu'il dit, parce que depuis là, comme il parle, et que nos camarades du PPACI, ils n'ont pas du répondant, donc ça fait qu'ils continuent, mais quand ils vont commencer à le déconstruire là, tu vas voir qu'il va oublier ce sujet là. Est-ce qu'il parle d'ABI encore? Il ne parle plus d'ABI, non, ils l'ont déjà déconstruit. Donc, on va aller étape par étape, mon frère. Et comment dirais-je, on va donner la parole à... Bon, je crois qu'il y a Winner d'abord qui avait une motion. Winner. Je vais citer quelques détournements. Détournement de la filière café cacao, 500 milliards. Détournement de la 6, 65 milliards. Détournement Sotra, 80 milliards. Détournement des déchets toxiques, 62 milliards. Détournement des 700 millions. La Caisse nationale d'épargne. Détournement de la Sikoji, 3 milliards, détournement des fonds, agro-business, détournement. Les détournements, il y en a beaucoup. Honnêtement, le RHDP ne doit pas parler des détournements. Parce que si on veut citer les détournements au niveau des RHDP, ce sont des milliards. On ne parle pas de millions, on parle de milliards. Donc, venez nous expliquer d'abord vos détournements avant d'aller chercher les trous quelque part d'autre. Parce que vous en avez détourné trop. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Quand vous vivez dans une maison et que de l'argent se perd à tout moment, et que de par une symbiose, tout le monde décide de te remettre l'argent de la maison, et que la maison se rend compte qu'il n'y a plus de perte de maison, d'argent. Qui donc volait l'argent dans la maison? Question. Posez, s'il vous plaît. Monsieur Ivoiricain, j'aimerais que vous me répondiez à ça. C'est à lui. Nous vivons dans une même maison. L'argent se perd dans la maison quotidiennement. Le jour où tout le monde dans la maison décide de réunir l'argent pour te remettre à toi, Ivoiricain, l'argent ne se perd plus. Qui volait l'argent? Voilà. C'est moi qui volais, qui sécurise maintenant l'argent pour ne pas que ça se perde, non. Donc laissez le président Ouattara où il est, il va sécuriser. Et puis Gbagbo, on lui confie plus l'argent là. Sinon, ils vont voler encore. C'est une bonne chose de voler l'argent. En même temps, vous dites ça, vous ne comprenez pas. Donc, les Ivoiriens qui nous écoutent comprennent effectivement que le RHDP dit que si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, eux vont toujours venir détruire ce pays-là parce que ce n'est pas eux qui gèrent le pouvoir d'État. Et non, vous n'êtes pas démocratique. Vous venez de confirmer devant ces 300 personnes. Non, on dit plutôt que le RHDP n'est pas un parti démocratique. Cet argent, M. Winner. Non, vous l'avez dit, vous l'avez confirmé. Une seconde, je vais faire une petite motion. Voilà, vous l'avez confirmé, donc ne changez pas de parole. Une heure, s'il te plaît, une seconde. Et c'est Ivoiricain, non? Ivoiricain, voilà. Et je vais te dire, vous savez, dans la vie, il faut être lucide. Quand il s'agit de faire un raisonnement, porter un jugement vis-à-vis d'un gouvernement. M. Gbagbo a eu une gestion, il a géré la Côte d'Ivoire pendant 18 mois, quand il a cédé au pouvoir. Après 18 mois, il y a eu un coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion. Donc, quand ils sont allés à Marcoussis, on lui a demandé de dissoudre son gouvernement pour lequel il a été élu, pour respecter son programme qui est, voilà. À Marcoussis, on lui a imposé un gouvernement de consensus, dont le Premier ministre était issu d'opposition. Dans ce gouvernement, il y avait les mêmes rebelles qui ont pris les armes pour défendre la cause de M. Ouattara. Et il y avait des milices RDR qui figuraient dans son gouvernement, les Bitogo, les Sissé Bankongo, les Ahmed Bakayoko, et ainsi de suite. Les mêmes Patrick Hachi. Tous ceux-là. Qui a détenu l'argent des déchets toxiques? C'est un gars de RDR, Bitogo. Donc, si sous Gbagbo, parce que quand on dit sous Gbagbo, il y a eu trop de détournements, c'est tous les partis politiques, c'est toutes les partis. Il y a RDR, PDC, tout le monde a détourné. Gbagbo a géré pendant les 18 mois des actions de Gbagbo là. C'est à partir de là que tu dois porter un jugement sur sa gestion. Pendant 18 mois, sa gestion. Parce que dans la vie, la mauvaise foi, ça ne paye pas. Et ce n'est pas bon. Parce que souvent, quand vous voulez s'agir de porter un jugement, vous prenez les petits partis qui vous arrangent. Ce n'est pas bon. Il faut juger dans l'ensemble. Le monsieur, il a été élu sous un programme. Il nomme son premier ministre pour appliquer son programme. Et après 18 mois, son programme est stoppé par les armes. Maintenant, on lui impose
un gouvernement de consensus. C'est-à-dire un gouvernement où lui-même, là, sur 33 postes ministériels, lui, il n'a que 7. Et maintenant, voulu endosser la responsabilité, vous dire que Gbagbo n'a pas géré. Il a mal géré. Vous voyez, de vous à moi. Et ça, c'est sérieux. Le plus souvent, c'est ce que j'ai dit que souvent, je n'aime pas intervenir sur certains panels parce que le principal, même quand on dit panel, débat là, c'est profiter. Après le débat, il y a des trucs que je ne sais pas. Toi, tu sais, vice-versa, c'est que tu profites. Oh, vos manières de débattre là, on a comme l'impression que c'est la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. C'est malsain. C'est-à-dire, quand tu sais que le monsieur là, il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 18 mois, tu le sais. Ouattara là, on peut porter un jugement sur la gestion de M. Ouattara. Parce que les 15 années qu'il a géré là, il a géré lui seul. Il a appliqué ce dont ces militaires ont pris les armes pour l'installer. Il a appliqué jusqu'à fond. Pendant 15 années. Gbagbo est là. Il a géré la Côte d'Ivoire comment? Alors, Blessing, j'ai compris sa motion. Hein. Je peux répondre rapidement pour que quelqu'un puisse la parole. Non, c'est une motion, s'il te plaît. Oui, mais comme ça dure. Gbagbo, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donne-moi une seconde. Gbagbo, là, il a nommé Afin Guessan, Premier ministre, pour appliquer son gouvernement. Tu es d'accord avec moi ou pas? Après 18 mois, là, jusqu'en 2010, il a travaillé avec qui? Donc, si la Gbagbo a échoué, c'est tout le monde qui a échoué. Le passage de Gbagbo, là, devait être un passage à vide. On ne devait plus en parler. Parce que Gbagbo n'a pas géré la Côte d'Ivoire comme il se devait. Ok. D'accord. Merci, Blessing. Je vais rebondir en 30 secondes sur sa motion et puis passer la parole à quelqu'un d'autre. Ben, Monsieur Vieux-Père 4, lorsqu'on a la prétention de demander de la lucidité à un co-débatteur, je pense qu'il faut aussi avoir la mémoire non sélective pour se rappeler que en 2003-2004, ces personnes sur lesquelles vous êtes en train de jeter l'opprobre, je prends M. Amadou Bon Coulibaly et M. Seydou Eliman Diarra, ce sont ceux-là qui ont interpellé le président Laurent Gbagbo sur l'inopportunité d'acheter cette usine de Fulton là, par ces questions. Ils ont demandé au président Laurent Gbagbo, M. Amadou Bon Coulibaly en tant que ministre de l'Agriculture, mais cette usine que vous partez payer aux États-Unis là, pourquoi Nestlé veut vendre? Le matériel qui est dans cette usine là, est-ce que c'est vieux ou bien c'est récent? Ils leur ont demandé les produits qui seront vendus dans cette usine-là. Ça sera sous la marque de la Côte d'Ivoire ou bien ça sera sous quelle marque? C'est en ce moment-là que le président Laurent Gbagbo, voyant la pertinence de ces questions, va amener la question de l'achat de l'usine devant le comité interministériel. Et le comité interministériel va trancher pour dire que ce n'est pas opportun de payer cette usine. Mais le président Laurent Gbagbo, dans sa gestion solitaire du pouvoir d'État, sans associer son gouvernement, avait déjà donné l'ordre à Mme Angeline Kili, Leila Ndiaye, la fille de M. Babacar Ndiaye, ainsi que M. Jean-Claude Hamon, pour aller faire le décaissement pour l'achat de cette entreprise. Ça avait déjà été fait. Donc ça veut dire que M. Amadou Bon Coulibaly et M. Seydou Eliman Diarra, le premier ministre d'alors, s'ils avaient été associés véritablement à l'achat de cette usine-là, la Côte d'Ivoire n'aurait pas perdu 100 milliards de francs CFA. Donc ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec, c'est faux. Ils n'ont pas été associés partout. Sinon, ils auraient bloqué ça. Merci. Ok, merci. On va laisser la parole. On va pousser. Non, je vais lui répondre. Non, vous allez lui répondre après, Douane, s'il vous plaît. Comme vous ne savez pas, vous de prendre la parole. On va répondre la parole à M. Kwasi. Il est là depuis. D'accord. Bonjour les frères, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accepté sur votre panel. Bonjour encore à Valentin, bonjour. Bon, moi je pense que le temps là maintenant qu'on tire notre chapeau RHD RDR. Quelqu'un a ouvert son micro. Donc, il va falloir qu'on tire notre chapeau véritablement au RDR. Pourquoi je le dis? Je suis du PDCI, je suis tiamiste, convaincu. Mais vous savez, regardez ce qui est en train de se passer sur votre panel. Le sujet, c'est ABI. Le sujet, c'est ABI et ce qui se passe. Mais lui, il a trouvé le moyen de venir taper après sur l'opposition. Mais en même temps, qui sont ceux qui ont alimenté le débat sur ABI, parce que vous soyez obligés, vous vous sentez obligé aujourd'hui de lancer un panel sur ABI. C'est le RDR. Ils ont commencé à lancer des panels depuis avant-hier, depuis la suite d'ABI pour dire que le PPSI n'est pas reconnaissant. En vrai, c'est quoi la manœuvre? Ils font tout pour détourner les vrais sujets.
détourner l'attention des gens vers de faux sujets. Et maintenant, après, ils sensibilisent la population en bas, en bas. Donc, c'était surtout ça que j'ai voulu vous faire remarquer. Ils font tout pour ne pas qu'on parle de ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Maintenant, eux, pendant que nous on est occupés à parler des choses que moi je trouve très futiles, eux, ils vont essayer de mentir maintenant à la population pour dire, vous voyez, ils sont en train de parler d'autres. Ils n'ont pas de projet. Votre condition de vie ne les intéresse pas. Nous, même si on a fait goudron ferraté, mais au moins on a fait goudron. Nous, même si, oui, c'est ce qu'ils te disent, frère. Ne riez pas, c'est vrai. Ils te diront que même si le niveau éducatif est mauvais, mais au moins on a construit l'école. Donc suivez-nous. Mais laissez-les, vous allez voir qu'ils vont parler de Miss. Vous allez voir qu'ils vont parler d'Abbé. Or, c'est eux-mêmes qui font tout pour alimenter les débats futiles que vous reprenez. Donc moi, je vous demande pardon. S'il vous plaît, faites tout pour recentrer maintenant vos débats sur la condition de vie des Ivoiriens. Parce que le président... Monsieur Kwasi, excusez-moi de vous interrompre de la sorte. Mais en fait, le débat même, c'était pas le cas Abbé. Voilà, c'est Ivoirien, ça fait maintenant 2 jours, il vient sur le panel, il introduit, à chaque fois qu'il a la parole, il introduit, pour montrer un peu l'ingratitude, en fait, voilà, du FPI d'alors. Pour montrer l'ingratitude, pour faire croire. Tu comprends un peu? Sinon, le débat, c'est avec ce bilan inattaquable dont nous chante le RHDP là. Pourquoi venir acheter la conscience des électeurs avec les histoires de 5 000? Et ça, c'est factuel en fait. On a vu, il y a des vidéos qui circulent un peu partout quand ils ont leur meeting, même au congrès et autres. Et ça date pas d'aujourd'hui et ça date pas de 2025. Hein, parce que, voilà, depuis nous-mêmes, on était au niveau même de Bouaké. On était étudiants en Bouaké. On a Kabila, le président de l'AFESI de Bouaké d'alors, qui prenait les gens dans les cas du TB, venir au congrès du RHDP. Ça, je te parle de depuis 2017-2018 par là. Voilà, le congrès du RHDP qu'ils ont fait au Palais des Sports de Treichville. Là. Voilà. Donc, du coup, pourquoi acheter la conscience des gens quand on est sûr qu'on a un bilan inattaquable, quand on est sûr qu'on a des personnes qui peuvent voter pour nous sans qu'on achète leur conscience en fait. Je comprends. Donc, je vois un peu. C'est pourquoi je dis, je tire mon chapeau, parce que c'est le seul gars que moi j'ai vu, Ivoirien, c'est le seul. S'il a réussi à vous détourner de votre sujet, donc il faut qu'on lui tire le chapeau. Vous comprenez? Ça, faut pas dire vous mentir, parce que normalement, actuellement, sans vous mentir, les Ivoiriens ont peur de tout ce qui est foncier en Côte d'Ivoire. Le gars va partir acheter son terrain, il n'est même pas sûr qu'il est propriétaire du terrain, malgré qu'il a déboursé des millions pour ça. Ça, c'est un gros problème dont on a parlé. Actuellement, où on parle, je vais vous citer quelques problèmes. Le problème de l'orpaillage clandestin. Est-ce que vous savez que nos terres agricoles sont en train d'être phagocytées, détruites à cause de l'orpaillage clandestin, mené surtout à 90% par les étrangers? Est-ce que vous savez ça? Quand Bédier a soulevé le problème, ils ont dit que Bédier voulait ramener le discours sur l'ivarité. Ça, c'est des débats de fond qui vont faire que demain, on sera obligé. Actuellement, on a des terres agricoles. On importe déjà du riz pour 500 milliards. Imaginez si on n'a plus de terres agricoles. Mais on sera obligé d'importer. Notre population déjà de grandir. Hein, on sera obligé d'importer même pour 1000 milliards, pour plus que ça. On va encore descendre. Le mauvais niveau éducatif. Est-ce que vous savez à quoi ça rime? Avoir un mauvais niveau éducatif dans un pays. Ça signifie que ce pays-là n'aura pas d'intellectuels formés. Ça dit qu'on n'aura pas de bons ingénieurs, ni en bâtiment, ni en pont et chaussée. On n'aura pas de bons médecins. On n'aura pas de bons pharmaciens. On n'aura pas de bons biochimistes, ni de chimistes pour faire des molécules. Ça voudrait dire que quoi? À long terme, on sera obligé d'importer des cerveaux comme si notre peuple est dépourvu d'intelligence. Donc, dépend de l'extérieur au niveau du cerveau. Mais c'est assez grave. Parce que ceux qui vont venir, qui vont maintenant travailler pour nous, vont finir par dire que nous avons travaillé pour votre pays. Nous voulons aussi vous diriger. Ça rime à ça. C'est comme si on retenait carrément en 60. Ou même bien avant 60. Il y a encore d'autres soucis. Il y a quoi? La dégradation de nos mœurs. Rappelez-vous, c'est seul sous le pouvoir RDR qu'on a pu faire passer, qu'on a voulu faire passer une loi qui allait protéger toute personne, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et là, je tire mon chapeau au PDCI. Dieu merci, grâce à Maître Blessy, qui a fait comprendre aux gens que, attention, si on fait voter cette loi-là, en tout cas, si cette petite partie d'orientation sexuelle, de protection contre toute orientation sexuelle, reste dans nos lois, on pourra avoir des mariages homosexuels à travers le pays. Et vous ne pouvez pas aller contre. Mais comme ils ont vu que ce débat à l'Assemblée nationale a été brouté en touche, regardez maintenant ce qui se passe. Surtout sur des chaînes comme Live TV. On met des émissions d'homosexuels. Je cite une émission, La Réunion.
Ce jour-là, c'était Blaise Single et puis Suspect 95 qui l'ont animé. Ils ont invité une certaine Sacha qui devait venir expliquer aux gens comment elle était devenue homosexuelle. La médiocrité. Vous voyez, ce sont des débats qu'ils ne veulent pas qu'on mène. Ça ne va pas nous arranger, ça va pas les arranger. Il y en a encore d'autres. L'immigration de notre peuple. Le peuple ivoirien n'est pas un peuple nomade. C'est vrai, on va dire non, on est quitté de bout en bout, d'autres sont venus, oui. Mais une fois qu'on s'est sédentarisé, ici en Côte d'Ivoire, on n'a plus bougé. Plus aucune ethnie n'a bougé. Donc nous ne sommes pas nomades. Mais d'un quel coup aujourd'hui, il y a plus de 9000 demandeurs d'asile en France. Seulement qu'en France. On ne parle pas des autres pays. On ne parle pas des autres pays. Il y a plus de 9000 demandeurs d'asile en France. Je vous rappelle, il y a eu un débat télévisé sur la chaîne NCI entre Koné Katinan et M. Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pour démontrer que rien n'allait sous le FPI, il dit que, écoutez, avant, dès qu'il y a eu, en 2002, quand il y a eu la crise, les gens ont commencé à sortir, selon l'OCDE, à partir de 3000 personnes par année. Maintenant, tellement ça n'allait pas, on a atteint 9000 personnes qui sont sorties vers 2010-2011. On peut comprendre, la situation était précaire. C'était difficile d'avoir accès à la nourriture. Les gens étaient dans personne ne travaillait. Pratiquement tout était en dessous de ça. Donc on peut comprendre que les gens cessent à aller dans d'autres pays pour se réfugier. Mais nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui pousse 9000 Ivoiriens à aller demander l'asile en France? Allez-y voir au Gabon. Au moment où, il s'appelle comment même, le monsieur qui a trahi, qui était général, là, grand général, là, il s'appelle comment? Mangou. Au moins, il était ambassadeur là-bas. Mangou, il cite un chiffre. Il dit plus de 7700 Ivoiriens sont au Gabon. Et depuis que nous sommes un peuple nomade. Partons en Mauritanie. Actuellement, là, il y a même des Ivoiriens qu'on esclavagise en Mauritanie. Est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Il faut exprès de vous envoyer vers d'autres sujets. Eux-mêmes vont dire, quand il est venu, tu as bien dit, quand il est venu, il a vu le sujet, mais sa préoccupation, il est de tout faire pour vous tirer vers quelque chose qui va détourner votre sujet, et puis ensuite il va venir parler de détournement. Mais soit, parlons de détournement. Selon Yamien Konan, par année, sous le pouvoir FPI, il y avait 500 milliards qui partaient dans la corruption. Je dis bien dans la corruption. Mais sous le pouvoir RDR, selon Zorobi Balo-Pifan, c'est plus de 1200 à 1400 milliards. Soit le double, accompagné d'un plus de 200, 300, voire 400 milliards. Donc tu ne peux pas venir ici nous dire que le pouvoir FPI détourne que vous. Vous êtes les maîtres en la matière. Rappelons-nous, qu'est-ce qui a coûté la fermeture on va dire du sel économique à Bédié? Ce sont les 18 milliards qu'on a attribués à Kikawi. En 2005, il y a eu un procès. En 2005, c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, c'était pas Bédié. Donc, on ne peut pas venir me dire qu'en 2005, Bédié a joué de ses relations pour que Kikawi soit blanchi. Mais en 2005, il y a eu un non-lieu. Kikawi a été blanchi. Ok, monsieur Kwasi, si vous avez une minute, il faut chuter. D'accord. D'accord. Mais malgré ça, on a dû perdre un nombre de places. On est quitté à la 59e place pour aller à la 75e place, quelque part en 99. Ils savent qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas intérêt qu'on parle des choses qui appartiennent aux Ivoiriens. Ils n'ont pas intérêt à cela. Actuellement, il y a plusieurs influenceurs, jeunes influenceurs, qui ont parlé du problème d'identité. Tu vas refaire ton essai de naissance, on te dit que ton essai de naissance ne t'appartient plus. Il y a un problème. L'identité ivoirienne est falsifiée. On va essayer même d'aller même dans son sens. Il parle de la sécurité. Moi, je suis quand même sidéré que tu me parles aujourd'hui de la sécurité. Regarde, il y a eu la marche du PDCI pour aller déposer une motion, pour aller déposer, comment dire, je dirais une demande à la CEI, une requête à la CEI. Est-ce que tu as entendu que quelque chose a été brûlé? Est-ce que tu as entendu que quelque chose a été cassé? Y a-t-il eu un Ivoirien qui est mort? Mais rappelons-nous, qu'est-ce qui a valu au RDR, à tout le bureau du RDR, d'être emprisonné sous le président Bédié? Une marche organisée par le RDR, où ils sont partis casser les bureaux de Fraternité Matin. Ils sont tombés sous le coup de la loi anti-casse. Voilà la vérité. Et dans ce genre de choses-là, vous ramenez l'instabilité. Pendant que nous, on réussit à mener nos combats sans pour autant ramener certaines instabilités. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est surtout que la population ivoirienne se sente bien. On veut pouvoir mener nos combats. C'est pour elle qu'on mène nos combats. Si on va mener des combats pour qu'elle soit en sécurité, ça ne va pas nous arranger. Les gens ne pourront pas comprendre notre point de vue. La sécurité, il ne faut pas qu'on se mente. Ceux qui ont gagné la guerre sont au pouvoir. Donc, c'est clair qu'on aura un semblant de sécurité. Voilà pourquoi les gars, même, ils vont jusqu'à menacer. Si Ado n'est pas là, il se pourrait qu'il n'y ait pas de sécurité. Ils vont même menacer. Ils sont en train de juste dire que demain, tout comme un certain M. Bakongo a eu à le dire, si demain, il dit quand on est opposant,
on empêche celui qui est au pouvoir de travailler. Donc ça voudrait dire que si demain eux ils ne sont pas au pouvoir, il se peut qu'ils empêchent, qu'ils cherchent à empêcher celui qui est au pouvoir de travailler. Il se peut. Et je tire ces paroles-là de M. Bakongo. Il a bien dit, et je cite, quand on est opposant, on empêche celui qui est au pouvoir de travailler. Et ça a été la dynamique du RDR depuis sa création, jusqu'à ce qu'ils accèdent au pouvoir. Désolé, je vais terminer rapidement. Il a parlé de... Attendez... Non, il va faire une motion et puis vous allez profiter de la motion aussi pour vous projeter un peu. Mais en attendant, il va faire sa motion. D'accord, qu'il a. Je suis là. D'accord. Merci Blessing. Voici Jonathan, merci beaucoup. Moi, je pense que pour la sécurité, il faut qu'on soit clair. Il y a la sécurité intérieure et quand on en parle et qu'on évoque l'opposition, on pourrait vous comprendre. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en proie à un conflit sous-régional qu'est le terrorisme. Cette sécurité-là, on en parle. Quand on dit à la population ivoirienne que avec le président Ouattara, c'est la paix et c'est la sécurité, c'est parce que justement, il faut aussi pouvoir se sécuriser contre ces personnes-là qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais qui n'arrivent pas à pénétrer ou disons que jusqu'à présent sont maîtrisés par le pouvoir Ouattara. Il faut lui attribuer en fait ce mérite-là. Maintenant, vous avez parlé en fait de dégradation des mœurs. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit concernant la promotion de tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai envie de vous rappeler, est-ce que vous avez entendu parler, vous savez quand le boutage excessif a commencé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu parler en fait de cette secrétaire de la CECP au bureau, au plateau avec son patron? Est-ce que vous êtes au courant en fait de ce que les chefs de la rébellion disaient avoir découvert des préservatifs à la présidence de la République de Côte d'Ivoire? Mais écoutez, j'ai cité des instruments de lutte contre la corruption sous le pouvoir Ouattara. J'ai cité, je dis bien, la Cour des comptes. J'ai cité le pôle pénal, économique et financier. J'ai cité la haute autorité pour la bonne gouvernance. J'aimerais bien que vous puissiez quand même me citer, me donner les éléments de lutte contre la corruption sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Voilà ce que j'attends en fait. Merci beaucoup, M. Kwasi. Je tiens à vous dire merci parce que peut-être que vous méconnaissez notre histoire, mais la Cour des comptes était surtout une idée de Bédier. Ça, je vous l'apprends. Je sens que vous allez tomber des nues là-dessus. D'accord, je reprends. Excusez-moi. Attendez. Non, je ne demande pas c'était l'idée. Je demande de me citer. J'ai bien compris votre l'existence. Attendez, je viens. D'accord. J'ai dit que vous n'avez pas compris. Vous savez, les choses sont simples. Je ne parle pas de l'état embryonnaire. Je parle de quand c'est né, ça est là. État embryonnaire ou pas, comme l'a dit, allez-y sur le site de la Géroute. Allez-y sur le site de la Géroute. La Géroute même dit que la plupart de ce qu'on veut créer, je parle même de l'historique de la Géroute, ils vous disent que toutes ces choses-là avaient été prévues par Bédier. Seulement qu'on était dans une affaire de crise économique qu'on devait forcément résoudre. Donc Bédier, lui, sa mission, c'était surtout de bloquer la crise économique qu'on a traînée depuis 80. Et il a réussi. Tu comprends? Au moment où on allait entrer en 2000, et puis on allait commencer, parce que mine de rien, ces organismes dont vous citez, il y a les budgets qu'on a attribués, en tout cas on alloue à ces organismes-là. Voilà, c'est tout ce qui a freiné. Donc s'il n'y avait pas de coup d'État en 99, la Cour des comptes aurait existé, tout ce que vous citez aurait existé. Maintenant, quand bien même que ça n'a pas existé sous Bédier et sous Gbagbo et que c'est sous vous que ça existe. Allons-y dans le débat. Concrètement, est-ce que ces coûts-là ont du contenu réel sous vous? Non. Parce que détournement 100 milliards, le concerné est passé où? Jusqu'à présent, il continue de circuler à travers Abidjan. On le prend ici, on le met ici, on le prend ici, on le met ici. Il y a eu un flou. J'étais sur, comment dire, les fonds qu'on a alloués à la rénovation de l'université. Mais on parle de 40 milliards qui sont partis en de 16 où. Ces coûts-là existaient. On continue encore ça existe. Pourquoi pourquoi elles ne se sont pas prononcées sur ce fonds-là? Ça voudrait dire qu'elles ont une justice sélective. Quand ce sont des personnes qui ont taper, elles vont taper. Et même, elles vont taper comment? Bon, on va s'arranger à trouver 2-3 mois d'emprisonnement rapidement là. Et puis la personne ressort après. Je vous envoie aller écouter le procès qu'il y a eu entre le monsieur qu'on a cité sur les affaires de faux papiers là, le Libanais là. On ne va pas monopoliser la parole, frère. Surtout dans une minute, on va passer sur la parole. Effectivement, désolé surtout. Désolé. Le monsieur qu'on a cité, mais quand on lit ce qui se passe, on sent que toutes ces cours-là sont vraiment dirigées de sorte à ce que on fasse plaisir à ceux qu'on protège. Donc, frère, ces cours-là existent. Oui, je suis d'accord. Mais ma part, j'estime que leur contenu est un peu vide.
Ma part, j'estime que leur contenu est un peu vide. Ouais, Léo, je vais dire un truc rapidement et puis je vais faire mon micro rapidement. Je vais pas parler beaucoup. J'ai entendu le monsieur ivoiricain parler de préservatifs. Je sais qu'ils sont dans la distraction, c'est vrai. J'ai voulu même terminer là-dessus. Je sais qu'ils sont dans la distraction, mais vous avez eu le temps de filmer les boissons fortes, les liqueurs là, que vous avez trouvées à la résidence. Mais les préservatifs que vous avez filmés là, que vous avez vus là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas filmé ça? C'est une distraction. Parce que, je sais pas, c'est pas si c'est la distraction, mais c'est quoi vous voulez faire? Et puis ça. Donne-moi juste 10 secondes que je termine sur ce qu'il vient de dire là, parce que c'était important. J'étais dans tellement lancé que j'avais quand même oublié. Un peu rapidement, oui, et rapidement. Par rapport à la dégradation de nos mœurs, il a parlé de Suzuki, il a commencé à avoir le fléau du boutage et autres. D'accord, je le dis bien. Quand il y a une crise de guerre et qu'il n'y a pas d'occupation, on ne peut pas occuper la population facilement, c'est clair que chacun va comme il veut. Mais regardez, actuellement, j'ai de l'eau. Quoi encore? Le Kanto. Ça compte combien d'Ivoiriennes? Pour la première fois, moi j'ai entendu que des Ivoiriennes sont allées se prostituer au Ghana et puis on les a rapatriées. Pour la première fois de ma vie. Aujourd'hui, frère, je n'ai pas 30 ans, je dépasse 30 ans. Je dis pour la première fois de ma vie, j'ai entendu que des Ivoiriennes sont allées au Ghana se prostituer et puis on les a rapatriées. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu que les filles ivoiriennes se prostituent au Maroc. C'est pas de l'amusement, frère. Et c'est pour la première fois de ma vie que je vois à la télé des homosexuels qui viennent expliquer comment ils sont devenus homosexuels. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois de ma vie que je vois que dans mon pays, on autorise, comment dire, un magazine, homosexuel. C'est pour la première fois. Sinon, c'est pas que je ne peux exister. Mais les autres gouvernements se sont arrangés à taper dessus, à cacher ça pour éviter que ça ait à jouer sur la conscience collective. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. On ne peut pas cautionner ce genre d'acte-là. Mais c'est seulement que sous vous. Ok. Donc, frère, je vais laisser ça comme ça. Merci beaucoup. Vraiment, monsieur Kwasi, j'étais vraiment content parce que vous avez dit beaucoup de choses très, très intéressantes ici. Normalement, après que tu finis la blessing, c'est au frère qui vient de monter là, tu dois lui donner la parole. Il était là, il est là, il doit se prononcer aussi, c'est vrai. Maintenant, je vais profiter en même temps pour dire à Léo qu'on va organiser un panel où on va venir parler en profondeur de ce que Kwasi est en train de parler. Voilà. On va même pas parler du bilan du président Laurent Gbagbo et autres. On va rester focus sur le bilan, c'est-à-dire des 15 ans de gouvernance du RHDP. Et là, moi-même, j'invite Ivoiricain à venir vraiment nous parler de ce que vous avez fait pendant ces 15 ans. Parce que ça sert à rien d'aller mettre peinture sur 2-3 écoles et puis transformer ça en lycée pour dire que le RHDP a construit des lycées. Et puis, le calme aussi ne veut pas dire qu'on a la paix en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de manifester, les gens ont peur de faire quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il y a la paix là-bas. Monsieur Tchele, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Alors moi, je suis venu intervenir pour 2-3 points. Le premier point, c'est la radiation de Tidiane Thiam. Elle est purement politique. Hein. Je veux dire, quelle que soit la raison, qu'il soit né français, qu'il ne soit pas né français, l'article 48 qui dit que tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne, il ne la perd pas automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut, même si on constate, même si effectivement on ne le sait pas et qu'on le constate après, on lui fait donc un document en disant, monsieur, parce que vous avez acquis une nationalité à telle date, vous avez aujourd'hui perdu la nationalité ivoirienne. Rien ne lui a été fait, ne lui a été donné par conséquent sur ce sujet. Et donc, pour des raisons politiques, après c'est aussi une erreur du PDCI qui s'est laissé un peu avoir avec tout ce que faisaient sur les plateaux de télé les chroniqueurs en disant il n'a pas renoncé, il a renoncé, il n'a pas renoncé, et que son avocat vient de dire voici la date de sa naturalisation. Ils sont allés chercher donc le décret pour le mettre, ils ont tenu le bon bout pour pouvoir faire leur politique. Sinon, en réalité, on ne peut pas retirer la nationalité d'une personne sans la lui notifier. De la même façon dont vous avez la nationalité, hein, le code de la nationalité dit que dès que vous avez un parent ivoirien, vous êtes ivoirien, mais la façon de prouver que vous êtes ivoirien, c'est un certificat de nationalité, une carte d'identité. Donc, c'est pas simplement venant devant tout le monde avec votre extrait de naissance et votre parent devant vous qu'on atteste que vous êtes ivoirien. Il faut un document qui l'atteste. Donc, ils ne l'ont pas fait. C'est politique, ça n'a rien de juridique. Et encore pire, c'est que ils disent, parce que il y a un problème, un véritable problème. Tidiane Thiam, pour que la France puisse le libérer de son allégeance française, la France vérifie que cette personne a une autre nationalité. Sinon, si la personne n'a pas de autre nationalité, elle devient apatride.
Et la France a donc vérifié qu'il avait une autre nationalité et lui l'a libéré de son allégeance. Et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est coincée. Elle a le cul entre deux chaises et elle laisse pourrir la situation. Si vous dites qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam, qui s'est libéré de son allégeance envers la France, n'est pas ivoirien, ça veut dire qu'il est apatride. Alors que vous avez signé un protocole contre l'apatridie, donc vous ne pouvez pas rendre une personne apatride. C'est pour ça qu'ils font la pirouette en disant, comme il s'est libéré de son allégeance, il redevient automatiquement ivoirien. Ce qui est faux. On ne redevient pas automatiquement. Il faut refaire un processus de réintégration. Bon, il est redevenu ivoirien, d'accord. Dans son certificat de nationalité, il refuse de lui donner le certificat de nationalité. Vous comprenez? Parce que, justement, on ne peut pas, sans processus de réintégration, redevenir automatiquement ivoirien. Donc, la seule conséquence, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo, hein. La seule conséquence de cette histoire d'article 48, c'est de le retirer de la liste électorale. Exactement comme Gbagbo avec sa condamnation, la seule conséquence, c'est de le retirer de la liste électorale. C'est le premier point. J'ai entendu, il s'est rectifié peut-être après, j'ai entendu sur l'histoire de Fulton, une usine fictive. Non, l'usine de Fulton n'était pas une usine fictive. Bien vrai que c'était une usine centenaire de Nestlé, hein, qui, justement, cherchait à se libérer de son usine. Bon, ils ont fait une mauvaise opération, les gens se sont un peu fait avoir. Mais l'idée derrière cette usine de Fulton, c'est quoi? Et c'est ça qu'il faut toujours garder en l'esprit. Aujourd'hui, les producteurs de cacao ne vont jamais, je dis bien jamais, s'en sortir avec le cacao s'ils ne sont pas propriétaires d'usines de transformation. Donc l'idée, c'était de pouvoir donc avoir une usine sur le marché américain qui appartient donc aux producteurs. De la même façon, vous allez donc être des bénéficiaires des dividendes qu'on a dans la transformation. Parce que le cacao, c'est une matière première de l'industrie du chocolat. C'est vrai que sans chocolat, sans cacao, on fait pas de chocolat, mais le cacao n'est pas la seule matière première du chocolat. Et c'est le chocolat qui est vendu. Il y a plusieurs filières qui mangent en guillemets dans le chocolat. Il y a le sucre, il y a le lait, il y a les lécithine, il y a pas mal de choses. La seule chose que les gens font, c'est ce qui est fait en Côte d'Ivoire. On prend le cacao, on le transforme comme la pâte d'arachide, on le grille et on le broie, ça donne la pâte, et après, on fait comment dirais-je, la pression, et ça nous donne le beurre, et après, le tourteau qui va donner la poudre de petit déjeuner. Donc, voici un peu l'histoire. Oui, l'histoire de Fulton s'est mal passée. Donc, je sais pas combien de milliards, parce qu'il y a certains qui disent quand même 2 milliards, ou 10 milliards, 100 milliards, on n'a jamais eu les vrais chiffres. Mais l'idée, c'était ça. C'est pas une usine fictive, c'est une usine qui appartenait à Nestlé aux États-Unis. Et Nestlé a décidé de se séparer de son usine pour divers problèmes qu'elle avait. Ils ont souhaité avoir un repreneur. Le repreneur, c'était un repreneur donc ivoirien. Les gens ont réussi à convaincre les Ivoiriens à le prendre. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas fait de due diligence par rapport à ça, mais c'était pas une usine fictive, c'est ce que j'ai envie de dire. Le troisième point, le précédent l'a dit, il faut arrêter de suivre le RHDP. Hein. Ils font comme le caïman. C'est-à-dire le caïman, il mange jamais sa proie sur la terre ferme. Il va l'envoyer dans l'eau, dans l'endroit qu'il maîtrise, pour pouvoir l'étouffer et puis chercher. Donc, ils vont toujours aller sur l'histoire de Laurent Gbagbo, il a fait ci, il a fait ça, il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça. Non, c'est pas ça. Quand vous êtes venu, en 2010, avec votre programme, vous êtes venu dire que vous allez faire 5 universités en 5 ans. On n'est même pas encore à 5 universités en 15 ans. Il n'y en a pas. Parce que changer le nom d'une URES pour en faire une université, ce n'est pas construire une université. Les universités qui ont été construites, et même après 2015, c'est mort. Et les travaux sont même pas encore terminés. Après, les universités sont toujours en travaux. Ils ouvrent une partie, on envoie des étudiants, et puis ils disent que ça serait extensible. C'est mort, c'est Bondoukou, et c'est comment dirais-je, et c'est San Pedro. Et ils ont même fait mentir dans un discours à la nation, le président disant, l'université de Bondoukou va ouvrir en 2018. Elle n'a pas ouvert en 2018. Elle a ouvert, je pense, une année après 2019 ou 2020. Donc, 5 universités en 5 ans, ils n'en ont pas fait. 65 000 classes. 65 000 classes. Ils sont en train de pérorer en disant, on a 900 lycées et collèges. C'est du gros mensonge. Vous allez voir les statistiques de poche de l'éducation nationale. Il n'y a pas 900 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Quand ils parlent, allez vérifier les chiffres qu'ils disent. Parce que c'est des choses qu'on leur donne dans leur grain. Et puis, c'est comme on les distribue avec des cartes et puis ils les répètent un peu partout. Il n'y a pas 900 lycées et collèges en Côte d'Ivoire, qui ont été construits, bien au total même. Il n'y a pas 65 000 classes même en Côte d'Ivoire. Les statistiques de poche sont disponibles sur Internet. Vous tapez statistiques de poche éducation nationale Côte d'Ivoire, vous allez avoir pour toutes les années, de 2010, 2011 jusqu'à 2023, 2024, puisqu'on est dans l'année scolaire 2024, 2025. Ils ont une liste de 115 lycées et collèges qui disent qu'ils ont construit, mais quand vous regardez, c'est quelqu'un l'a dit, ils prennent un collège, ils le divisent en deux, ça devient 2 collèges. Ils prennent un collège,
il rajoute une classe, ça devient 2 lycées, et puis on dit on a construit 2 lycées. Tout ça, c'est de l'enfumage. La couverture maladie universelle, c'est un échec. Ça marche peut-être dans un petit village, oui, par les gens qui nous donnaient 1000 francs. Mais voici ici, Angelo Papa de Aboutourou, on est en train de faire encore SOS. En 2025, on est encore en train de faire des SOS pour que les populations cotisent pour soigner des gens. Vous avez fait couverture maladie universelle. Donc, ne rentrez plus dans les débats par rapport à Gbagbo, qu'on était à 33%, on était à 20%, on était à ceci. C'est eux qui manipulent. Quand on va aller gratter pour savoir quel était le taux de couverture réellement, même de l'électricité, on va voir qu'ils sont encore en train de mentir. Donc, ils n'ont qu'à parler. Voici, en 2010, voici ce qu'on a dit qu'on allait faire. La gare internationale d'Abidjan, elle est où? La gare internationale d'Adjamé, là, elle est où aujourd'hui? Dites-nous. Les 250 000 logements sociaux, c'est où? Parce qu'on va vous dire, on a fait des ponts, on a fait des goudrons, on a fait ceci. Mais même si ça, vous l'avez fait, en guillemets, c'est un point. C'est une promesse de campagne. Sur les 150 000 promesses sur lesquelles vous n'avez rien fait. Donc oui, on a fait 100 km de route, on a fait la route, on a fait 100 ponts. Bon, ok, vous avez fait ça. La gare internationale d'Abidjan, les lycées, les combien de mille, les palais de justice, les 14 palais de justice que vous avez dit que vous allez construire, ils sont où? Le programme, il est là, les gens peuvent aller consulter le programme Vivre Ensemble. Il est là. Vous allez le consulter, vous allez voir que les gens ont passé leur temps à mentir. Et c'est sur ça qu'il faut discuter. Il ne faut pas revenir, non, Gbagbo Laurent a fait ceci, il a fait ci, Amadougon a dit. Usain Bolt, qui est le champion du monde de 100 mètres, donner la diarrhée à Usain Bolt, il ne va pas pouvoir, les gens vont le battre. Donc, on a très bien vu, peut-être qu'il y a des gens qui sont nés en 2000, à qui qu'on peut distraire avec ces informations, mais on a très bien vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, et comment on ne peut pas aujourd'hui imputer ce bilan uniquement au FPI. Si aujourd'hui ils disent que de 2010 à 2018, le PDCI est comptable de leur gestion, c'est que eux aussi sont comptables de la gestion de Gbagbo. Parce que dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait le RDR, et puis même encore, c'est même pas la guerre même qui les a mis dedans. En août 2002, un mois avant la guerre, Laurent Gbagbo a fait un gouvernement dans lequel il y avait tous les partis politiques et même le RDR. Eux tous, ils étaient dedans, dans le gouvernement. Donc c'était un gouvernement. Et justement, c'est ça, c'est un peu les Blancs qui essaient de distraire un peu le peuple pour pouvoir dire fait gouvernement d'union nationale, mais ça a un seul objectif. Et c'est sur ce plan-là que je vais terminer. Un seul objectif, c'est de donner des moyens financiers aux opposants. Et quand on regarde ce qui s'est passé, les opposants avaient des postes ministériels, des postes juteux. Le ministre de la Construction, depuis 2002, 2003 jusqu'à 2025, est un ministre RDR. Donc, toutes les réformes qui ont été faites sur le foncier en Côte d'Ivoire ont été faites par le RDR. Le RDR est comptable de ça. Donc, on ne va pas venir se départir. Patrick Hachi est ministre depuis Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Tous ces gens-là, ils sont comptables de cette gestion. Donc, ne vous laissez pas distraire. Non, voici ce que Laurent Gbagbo a fait. Non, quand vous dites voici ce que Laurent Gbagbo a fait, vous parlez à vos partisans de Gbagbo ou bien vous-même vos partisans. Parce qu'à vos partisans, vous pouvez dire, nous vous avons promis ça, voici ce qu'on a fait. Mais quand on voit ce que vous avez promis, 250 000 logements sociaux, ils sont où? Vous dites que vous en avez fait 30 000. On a fait un space sur Twitter avec un représentant du ministère de la Construction. Nous lui avons demandé, monsieur, d'accord, vous dites que vous avez fait 30 000 logements sociaux. Est-ce qu'on peut avoir la liste des bénéficiaires et savoir quelles sont leurs caractéristiques? Il nous a répondu ça. C'est avec des preuves. C'est l'audio encore là. Vous pouvez aller l'écouter pour ceux qui sont sur Twitter. Il dit que dans cette opération, c'est chaque individu qui allait contacter une entreprise de construction immobilière pour souscrire à son logement social. Donc l'État n'avait rien à voir dedans. Donc aujourd'hui, ils ont donné des marchés à des entreprises. Ils donnent des marchés à ces entreprises-là. La femme même d'un ministre est dedans. On a découvert que dans ces entreprises-là, qui ont été créées un mois avant l'octroi des marchés, la femme même d'un ministre est dedans. On n'a jamais vu de logements sociaux. Jamais de la vie. Ils vont prendre des logements des Adoa pour venir dire non, c'est des logements sociaux. Donc c'est sur ça qu'il faut les interroger. Ils vont venir vous parler de non, Gbagbo a fait ci, Gbagbo n'a pas fait ça, le PDCI a fait ça, on a fait plus que Houphouët-Boigny, machin. Mais bon, Houphouët-Boigny a fait quand même l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, et qui a été transformé par Henri Konan Bédié. Et j'ai pas encore vu un institut polytechnique qui a été fait par Hassan Ouattara de la grandeur de l'INPHB de Yamoussoukro. Voilà. Il faut arrêter de chercher à vous comparer à ce qui a été fait avant, parce que dans l'évolution de la vie, là, quand on regarde même des enfants, en fonction de l'évolution de la vie, du coût de la vie, leurs salaires sont plus élevés
que les salaires de leurs parents, même si parfois les parents ont fait de très belles choses. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je reste et je pourrai intervenir tout à l'heure si possible. Ok, vraiment merci Monsieur Thielé. Je comprends pourquoi Nsan a vraiment vous a introduit parce qu'il vous connaissait. Et puis je crois que je suis sérieux quand j'ai dit qu'on va organiser un panel où on va venir parler preuve contre preuve du bilan du RHDP en 15 ans. Et puis Ivoiricain, moi je rajoute, vu ce qui a été dit lors des élections. Oui, voilà, c'est pour cela qu'il parle du bilan en fait. Parce qu'on va comparer son discours de 2010 et puis ce qui se passe aujourd'hui. Ivoiricain, je ne suis pas en train de parler de venir faire du sophisme, comme tu as l'habitude de le faire. Tu vas me donner le nom, c'est-à-dire les régions où on dit il y a eu telle école, tel lycée ou bien telle université, tu vas me donner le nom, puisque nous tous, on a nos frères un peu partout. Voilà. Et puis aussi, là, tu vas nous dire exactement ton affaire de cours de, je sais pas, cours des comptes, ils ont condamné combien de personnes quand on prend pour la corruption là. Parce qu'on a vu l'histoire de Snedaï là, avec Bitogo, on n'a pas vu où c'est passé. Voilà. Donc, tu vas poser ta motion à M. Thielé, il va répondre et puis bon. Je crois qu'il est déjà l'heure, il y a d'autres qui veulent aller au travail. On va permettre à aller s'apprêter et puis aller au travail. D'accord. Merci bien, Blessing Mike. Merci à Thielé, vraiment. Malgré le fait qu'il ait tenté un exercice, je veux dire, voué à l'échec, celui de vouloir discréditer en fait ce bilan et le jeu du président Ouattara. Non, j'ai seulement envie de poser la question à monsieur, lorsqu'il parle en fait du fait que l'usine de Fulton ne serait pas une usine fictive. Est-ce qu'il serait en train de nous dire ici que l'existence des murs d'une usine, l'existence en fait des appareils vétustes dans une usine serait constituée la seule entité pour qu'on dise que cette usine-là soit réelle, quand bien même elle ne soit pas fonctionnelle et qu'elle n'ait jamais fonctionné? Non mais monsieur, écoutez, on vous a entendu parler, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça, ce n'est pas possible. On peut avoir des murs, on peut avoir des appareils dans une usine. Quand elle n'a jamais fonctionné, on dit que les murs existent, mais c'est une usine fictive. Le fait que ce soit fictif ne signifie pas en fait que c'est une usine qui est absente d'un point de vue de géolocalisation. C'est pas ça. Et on dit que c'est fictif parce qu'il y a 242 millions de contribuables ivoiriens qui étaient sonnés chaque mois pour payer un personnel inexistant dans cette usine. Voilà la fiction ici. Et ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui peut nous faire ce genre de film de science-fiction. Et quand je passe ça, j'arrive en fait sur le fait que ce monsieur vienne là, il rajoute 2-3 classes à un collège et ils disent qu'ils ont construit un lycée. Mais monsieur, à vous entendre vous exprimer, on sait facilement que vous avez eu un cursus scolaire, peut-être même universitaire. Hein. Mais bon, sachez que on parle de collège lorsqu'on parle de la classe de 6e à la classe de 3e. À partir du moment où on introduit le secondaire, quand on arrive en seconde, première et terminale, on quitte le cadre du collège. Donc, mais bien évidemment, on est obligé en fait de changer cette appellation, ça devient un lycée. De facto, il faut le comprendre. Et en réalité, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand on parle de collège, on ne fait pas d'orientation en fait d'élèves de seconde. Monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi, pardon, je finis et puis vous rebondissez s'il vous plaît. Il a parlé tout à l'heure pendant un mois, il n'a pas été coupé. Donc, ce que je disais, c'est que lorsqu'on rajoute en fait ces classes-là, vous comprenez que forcément, il y a de nouveaux élèves ivoiriens qui sont rajoutés dans ces écoles-là. Mais on en profite ou bien on n'en profite pas. Pour aller rapidement, de peur d'être interrompu, j'aurais aimé bien entendre M. Thielé quand même sur le bilan, sur le point de la santé quand même du président Ouattara. Parce qu'il a brossé un peu l'éducation, il a survolé plein d'autres, mais il n'a pas parlé du bilan. Mais moi, je lui rappelle que la semaine surpassée, à Bouaké, le nouveau CHR qui a été ouvert par le président Ouattara a pu quand même faire la chirurgie endoscopique du cerveau et de près d'une trentaine ou d'une quarantaine de personnes gratuitement par l'expertise en fait d'une nouvelle technique chirurgicale qui est en fait l'endoscopie pour enlever des tumeurs au niveau de la post-hypophyse. C'est important de le dire. Et il y a des professeurs maliens qui sont venus apprendre auprès du professeur Adérim Aïdara pour son expertise. Et ça, c'est à saluer. Voilà des choses qu'il faut mettre en lumière. Il ne faut pas nous faire croire que cette gestion crépusculaire de la Côte d'Ivoire on va aller rapidement. La gestion crépusculaire qui a précédé le président Ouattara pourrait quand même... Ivoiricain, on va laisser... Non, attendez un peu, monsieur. On va pas, si vous voulez répondre, ça va encore faire des trucs. On va aller rapidement parce qu'on veut couper un peu. Léo, je préfère qu'on arrête le panel, même s'il finit de répondre, si on veut arrêter le panel, qu'on arrête le panel, qu'il ne réponde pas, parce qu'il a dit des choses, le gars doit répondre là, tu vois.
il faudrait qu'on le laisse rebondir. Même si après lui, on va arrêter le panel, je préfère ça. Mais on peut pas laisser ça. En fait, il vient de faire. Le professeur Aïderim Aïdara, moi je le connais personnellement. Hein, on est en contact permanent. Il n'a pas été formé par Hassan Ouattara. Hein. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui le professeur Aïdara fait des opérations de médecine dans un hôpital de Côte d'Ivoire qu'on va dire c'est le bilan de Hassan Ouattara. C'est le bilan de la Côte avec le matériel qu'Alassane Ouattara a payé. Avec le matériel, il fallait faire l'endoscopie. Il faut l'avoir. Mon ami, laisse, il va parler. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, non, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi. C'est 0805, non? S'il vous plaît, non, je vais terminer. Le bilan, hein, aujourd'hui, la couverture maladie universelle, quel est son bilan aujourd'hui? C'est de ça dont on entend de parler. Parce que une des mesures phares d'Alassane Ouattara, c'était la couverture maladie universelle. Hein, couverture maladie universelle, vous payez 1000 francs et vous êtes soigné. Aujourd'hui, il y a des personnes, dès qu'elles sont embauchées, elles ne sont même pas enrôlées à la CMU, on commence déjà à les prélever. Elles ont un nombre d'enfants, on prélève en fonction du nombre d'enfants, et puis on leur demande d'après d'aller s'enrôler pour pouvoir bénéficier de ces soins qui ne sont aujourd'hui uniquement disponibles que dans le public. Vous allez dans un centre de santé privé, vous n'avez pas droit à la couverture maladie universelle. Ils sont venus nous dire combien de personnes, et si vous allez même sur mon profil Twitter, la vidéo est là, le nombre de personnes qui sont proches d'un centre de santé à moins de 5 km. Le nombre diminue au fil des années. 72% ou 75% en 2022 et 72% en 2023. Bon, je ne sais pas qui leur donne des chiffres. Je ne sais pas qui leur donne ces chiffres. Donc, ils viennent, ils manipulent les chiffres. Comme ils ont l'habitude d'avoir affaire à des personnes qui ne vont pas vérifier, ils viennent dire ce qui est dit. Et puis voilà, on va dire non, docteur Aïderim, professeur Aïderim. Le professeur Aïderim Aïdara a été formé par le professeur Bazézé. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Je suis désolé, monsieur, c'est pas que par le professeur Bazézé. Il y avait le professeur Kwasi Meda au CHU. Il n'y a aucun problème. Je peux vous donner aucun problème. Du professeur Aïderim. Le professeur Bazézé a formé. On n'allait pas sur ce terrain. Les professeurs Drouba, les professeurs Aïdara, tous les professeurs qui sont là, le professeur Bazézé a été le chef de service neurologie en Côte d'Ivoire ici. Donc ne faites pas faire croire que c'est vous qui êtes le sachant. Nous tous on est au courant. Non, voilà. Vous n'êtes pas un sachant de ce domaine. Voilà, j'ai dit ne faites pas croire que vous êtes le sachant. J'ai pas dit que moi je suis sachant. Je dis ne faites pas croire. Je comprends que vous soyez un zélateur. Je dis, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Vous avez parlé, vous avez fini. Du président Laurent Gbagbo. D'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Ne coupez pas son micro. Ne coupez pas son micro parce qu'il va penser qu'on est en train de le censurer. Laissez-le parler s'il veut. Moi, je me tais, il va parler. Ce que je veux dire, c'est que ce bilan élogieux dont il parle, c'est un bilan qui ne raconte que dans leur grain. Juste pour pouvoir distraire la population. Sinon, quand on prend les chiffres, hein, qu'eux-mêmes ils donnent, il y a des incohérences dedans. Un collège, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collège, parce que les collèges, il y a un collège privé qui s'appelle Collège André Malraux à la Riviera, mais en réalité, c'est un collège, il y a le collège et il y a le lycée. Donc, ils vont transformer le nom en disant collège André Malraux et lycée André Malraux et dit on a construit deux collèges et deux lycées. Il faut arrêter à un moment donné, les gars, hein. Ne venez pas entuber le monde sur ce que ça peut convaincre justement les gens qui sont militants. Hein, qui adorent. Non, mais sans te couper, franchement, moi j'ai eu mal quand tout à l'heure tu me parles du fait que on donne un chiffre pour dire que le taux, l'accès aux soins de santé soit de 72% de 75% en 2022 et qu'en 2023 ce soit à 72%. Et tu es choqué par ça. Personnellement, voilà pourquoi je dis que parler comme ça, c'est méconnaître. Non, je ne suis pas choqué. On dit 72, on dit 75% des Ivoiriens, 75% des Ivoiriens sont proche d'un centre de santé à moins de 5 km. Je vais fermer mon micro, Léo, s'il te plaît. Je veux dire à Tchélé que c'est possible, ça. S'il vous plaît, motion pour vous deux, Motion, on va pas, monsieur Varigué, ce que tu veux avancer là, tu as déjà avancé ça ici, tout à l'heure dans la dernière fois. Il y a tellement envie d'écouter ces deux-là jusqu'à le soir, en fait. On va se prendre. Bon, monsieur Tchélé, laissez. C'est quel sujet, c'est à quel moment, voilà, on va encore vous repositionner. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Dans tous les cas, moi, je suis disponible pour n'importe quel panel. Oui, monsieur Tchélé, il faudrait que vous soyez nous de temps en temps. Moi, c'est la première fois que moi je vous vois sur ce panel, mais il faudrait que vous soyez. Non, parce que je suis plus sur Twitter que sur TikTok. C'est maintenant que je viens un peu sur TikTok. Ah, ok. Maintenant, monsieur. Merci, Tchélé, pour la pertinence de certains propos. Merci. Et puis, bon, voilà, pour aussi. Monsieur Ivoiricain, moi, je voulais vous faire une reproche très rapidement, monsieur Léo, très rapidement. Quand vous parlez là,
évitez toujours de mettre les histoires de personnes devant. Parce que, de suite, là, dans votre argumentaire, vous avez dit, je sais que vous êtes allé à l'école, je sais que vous êtes allé à l'université. Bon, tout ça, là, ça n'a pas sa place ici. Est-ce que c'est... Je veux dire qu'il est cohérent, il parle bien. Donc, je sais qu'il est allé à l'école. Pas dans ce contexte-là. Moi, j'ai suivi votre manière de développer. Vous avez une manière de piquer les gens à travers leur connaissance. Donc, j'arrête alors, il n'y a pas de problème. J'arrête ça. Il faut doser un peu. Et monsieur Lyon, vous avez la parole. Moi-même, là, tout à l'heure, il m'a traité de prétentieux. JP, tu es venu me dire... Bonjour à tous, bonjour Mr. Léo, blessing à tout le monde sur le panel. Je voulais féliciter l'ensemble donc de mes frères co-débatteurs sur ce panel. Merci à tous ceux aussi qui en bas font l'effort de tapoter pour maintenir le live en termes de sécurité et autres. Alors, d'entrée de propos, je voulais sincèrement dire merci à M. Tchélé, que je ne connais pas particulièrement. Je pense qu'on est amis, mais je ne sais pas trop. Ça a été un plaisir pour moi de l'écouter. Et je pense que la Côte d'Ivoire a encore des réservistes intellectuels dans sa besace. Et l'école ivoirienne pourra reprendre de plus belle avec de tels personnages, de telles personnalités qui, je vais dire de façon très cachée, continuent de faire le travail en amont ou en aval pour essayer de pouvoir nous édifier. Alors, ce que je voulais dire, c'est, je vais dire dans la continuité de ce que M. Tchélé a eu à dire, hein, je pense qu'il a eu à le dire de la plus belle des manières, avec beaucoup de respect et beaucoup de tact intellectuel. Et ça ne peut que réjouir le cœur de ceux qui ont encore de la lucidité. Excusez-moi de le dire, je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas lucides, mais je vais dire en toute franchise, quand on a encore un peu de bon sens et encore un peu de lucidité, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut plus accepter, on ne peut plus regarder faire, on ne peut plus laisser faire. Voilà. Et pour moi, j'allais renchérir en disant que, finalement, en fait, ce que M. Tchélé a essayé de nous faire comprendre, moi je le résume en ces termes-ci, hein, ce sont mes propos à moi. Désolé si ça va choquer ou voilà. Je ne le dis pas dans le but de pouvoir créer de la zizanie sur le panel. Mais pour moi, le RDR est un gouvernement hors sujet. Voilà. Quand je dis gouvernement hors sujet, c'est dire que voici un parti qui se donne une thématique à traiter qu'on pourrait comparer à son, je vais dire, son programme. Depuis 2010, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et qui traite un sujet contraire à la thématique que lui-même il s'est donné. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est carrément hors sujet. C'est-à-dire qu'on a, le but, les filets, le terrain, et puis eux, ils jouent en dehors du stade. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le RDR, quand il venait au pouvoir, est venu nous parler d'on va faire pont? Non. Les promesses de campagne sont là. Et pour celui qui veut quand même faire un petit retour en arrière en 2010, pour écouter tous les discours du Prado, avant de venir aux affaires, mais il y a ce qu'il nous a dit, et il y a ce qui a été fait. Donc pour moi, si ce qu'il nous a dit n'est pas ce qu'il a eu à faire sur le terrain, alors pour moi, c'est un gouvernement hors sujet. Alors il n'y a même pas lieu même de parler de bilan. Parce qu'on pourrait parler de bilan si dans le traitement de la thématique ivoire, progression sociale, économique, éducatif et tout ce qu'ils ont promis faire là, ils ont pu, ne serait-ce que amorcer, commencer, entamer la chose. Mais ils ont laissé tout de côté et ils sont allés faire autre chose. Pour moi, ça devient un peu alambiqué, ça devient un peu compliqué même de parler de bilan. Voilà, ça devient un peu compliqué de parler de bilan. Alors, deuxième chose que je constate avec le gouvernement RDR, c'est que c'est le seul gouvernement qui aujourd'hui nous a ramené dans sa gestion des problèmes à tous les niveaux. Dites-moi en Côte d'Ivoire ici, en termes de couches sociales, professionnelles, économiques, militaires, éducatives, santé, tout ce que vous connaissez qui régit la société ivoirienne, dites-moi c'est où il n'y a pas de problème. Dites-moi. Donc à ce moment-là, on peut même plus parler de bilan. Bon, prenez le secteur, prenons même un petit secteur. Prenez comment on appelle ça? Le port de pêche. Pour avoir ton même, c'est compliqué, il y a problème là-bas. Ils ont vendu, avant-hier, ils ont vendu nos eaux internationales à l'Union européenne. Pendant que Olingui, au Gabon, vient de rompre son contrat d'exploitation maritime avec l'Union européenne. Il dit c'est bon, nos eaux là appartiennent désormais au Gabon. Il n'y a plus de bateau de l'Union européenne qui va venir pêcher chez nous. Mais nous, on vend ça à 2 milliards. Pendant 4 ans, les Occidentaux doivent venir avec leur bateau pour puiser tout ce que nous, on a comme ressources. Et aujourd'hui, pour moi qui suis dans le secteur, il commence à être un peu difficile même pour avoir le ton. C'est un secteur d'activité qui me concerne directement. Bon, je laisse ça. On va dire comme c'est un secteur d'activité qui me concerne, que je maîtrise parce que j'ai mes activités là-bas, donc c'est pour ça que je parle. Non, on va même mettre ça de côté.
Prenons un autre secteur même qui pratiquement n'a rien à voir avec la politique. Les chefferies en Côte d'Ivoire. C'est avec le RDS seul. Il y a problème partout. Dans tous nos villages, on a fait à 2 chefs. Et encore, on a même chefferie qu'on pourrait considérer comme étant apolitique. Avec le RDR, il y a problème avec les chefs. Dans pratiquement tous les villages, il y a 2 chefs. Il y a 3 chefs, 4 chefs. On ne sait pas qui est le chef. On ne sait plus si les us et coutumes sont respectés. Et ça, c'est le RDR qui nous ramène ça avec des policiers qui sont vont accompagner un chef pour le faire installer en brie. On va parler comme les Ivoiriens maintenant. Parce que M. Tchélé a déjà démontré qu'en Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels. Donc, je vais laisser le gros mot là. Je vais laisser le gros mot. Du diligence, tout ça là pour acheter l'usine de Fulton. M. Tchélé, chapeau à vous. Vous êtes pur. Et là, franchement, j'aurais besoin de vous sur mes panels également. Bon, prenons un secteur. Un autre secteur qui pourrait être très loin aussi de on va dire, la politique, de ceci, de cela. Le secteur des dozos. Bon. Mais ne riez pas, parce que quand vous riez, ça me déconcentre et je n'arrive plus à trouver mes repères. On nous ramène des dozos un peu partout. Bon, on dit que c'est les chasseurs traditionnels qui sont très reconnus dans une localité de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment ils font pour se retrouver dans une autre localité à s'imposer à cette localité-là? Ils y vont pour sécuriser les élections à venir. Mais depuis qu'on sécurise les élections avec des dozos, moi je ne comprends pas ce pouvoir-là, ce gouvernement qui nous a ramené des problèmes un peu partout. La police à tous les niveaux. Oui, mais la police n'est plus opérationnelle. Nos forces régaliennes là, ne sont plus, voilà, non plus, je vais dire, les compétences requises pour sécuriser des élections. Il faut maintenant ajouter les dozos. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Prenez les cours socio-professionnels. Il y a problème partout. Dans tous les services, il y a un petit problème. Je vous assure. Mais on a vu le cas des mairies, des gens qui ont, en modo-vision ici, ont clairement affirmé que, comment on appelle ça, nos budgets, on ne les reçoit pas parce qu'on n'est pas RDR, on n'est pas RHDP. Bon, comment on peut développer, comment ces mairies-là pourront développer leur localité si elles ne parviennent pas à recevoir à temps les différents fonds alloués je vais dire, à ces institutions-là pour qu'elles puissent fonctionner dans leurs différentes localités. C'est problématique. C'est pour ça que j'ai dit le RDR est un gouvernement hors sujet. Et je vais chuter, parce que mon frère Tchélé a tout dit, je vais chuter en parlant de l'ingratitude, puisque je pense que quand je suis monté sur le panel, il était question donc de pouvoir allumer la flamme de cette histoire d'ingratitude avec le commandant Abbaye, mon cher et tout. Mais il n'y a pas plus ingrat que le RDR. Je vous rappelle que RDR même n'appartient pas au président Alassane. Le RDR appartient à M. Jenny Kobina. Dites-moi, depuis 15 ans qu'ils sont là, quel jour ils ont fait une seule cérémonie en hommage à M. Jenny Kobina qui est mort? 0. Dites-moi, c'est quel jour? Quel jour même on a vu un seul de ses enfants bénéficier d'un petit bonus, d'un petit per diem, de quelque chose pour dire que ton père a créé le RDR et c'est grâce au RDR aujourd'hui nous avons pu accéder au pouvoir. Voici. Même tes 2 enfants sont morts. Il a perdu 2 enfants, oui, un fils et puis une fille. Merci beaucoup, monsieur Tchélé. Rien, même pas des funérailles dignes. On sait qu'on est en Afrique, on a quand même une certaine façon de faire quand il y a mort d'hommes. Voilà. Mais dites-moi, quelle cérémonie? Mais on est prêt à aller partager des pains et des sardines. C'est-à-dire que les Mauritaniens, c'est désormais les Mauritaniens qui signent des contrats avec le RDR parce qu'ils ont tout le temps besoin de sardines pour pouvoir aller dans les stades, pour donner les 5 000. Mais justement, le propos de vouloir augmenter comment on appelle ça, la boîte de sardines de 10 francs de Kone Katina là, c'était ça. C'était pour pouvoir coincer le RDR c'est parce que les sardines coûtent moins cher qu'ils arrivent à payer en quantité pour partager. Donc, Kone Katina a vu ça, il dit non, si on met une petite taxe là-bas, on va avoir les gars du RDR là. Notre argent, ils ont pris, on va prendre un peu dans leur corps. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Oui, ça devient de la comédie parce que, en fait, il faut trouver une façon dérisoire de parler des problèmes du pays parce qu'aujourd'hui, on a la PLCC. Je vous rappelle que hier, le deuxième président de la JPDCI a été arrêté. Voilà, donc c'est comme ça. On est obligé de faire avec, de venir jouer un peu de comédie, mais c'est dans cette comédie, dans cette satire-là, que les Ivoiriens censés vont savoir que nous sommes en train de parler des problèmes réels de la Côte d'Ivoire. Sinon, si je veux utiliser des thèmes forts, des thèmes un peu voilà. Voilà, aujourd'hui, la PLCC, on va venir, on dit, bon, monsieur, vous avez dit telle chose, venez vous expliquer. Et ça devient compliqué. Donc, souffrez que je tourne ça en dérision, souffrez que j'en parle avec beaucoup de caractère comique, mais je pense qu'on a des grands frères qui sont là, qui, voilà, eux, ils y vont
pas par le dos de la cuillère. Voilà, M. Tchélé, quand il a pris la parole, c'était très posé, très intellectuel. Moi, je viens pour essayer de créer un peu d'humour à côté de cela, mais parce que les gens savent que c'est une vérité. Voilà, donc je suis pas là en disant que quand on arrête de nous desservir cette histoire d'ingratitude. Merci à tous, et puis bon, je vais chuter là. Merci. Vraiment, merci à Lion de Dieu. Vraiment, merci parce que tout ce que vous avez dit là, ce sont des choses tellement pertinentes. Vous avez parlé même de votre secteur. Et puis vous êtes sorti pour dire que les gars ont échoué sur tous les plans. Et c'est ce que nous on retient. Ça sert à rien en fait de venir nous distraire avec des propos. Voilà. Et on va, je crois que, je sais pas, c'est le vieux père, non? C'est moi. C'est vieux père, pardon. C'est vieux père. Je vais pas être long, hein. Je vais pas être long parce que les autres ont parlé. Et il y a le monsieur qui a parlé Tchélé, il y a le Lion qui a parlé aussi, il a bien parlé. Donc moi, je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je vais revenir sur le cas. Bon, on dit ils ont fait un meeting qui a réussi. Ils ont fait un meeting qui a réussi. Et ils ont fait un meeting qui a réussi. Comment dirais ça? Et il y avait plus de 100 000 personnes, c'est ça? D'après eux. Ouais, non. Il y avait 100 000 personnes à raison de 5 000 par personne, plus un sac de riz, sans compter le petit déjeuner. Vous voyez ce que ça coûte aux contribuables ivoiriens. Bon, tout ça, c'est pas sérieux. Et vous avez le RADP. C'est un parti maudit. Excusez-moi de dire, c'est un parti maudit. Regardez, depuis 2024, M. Thiam a commencé à faire ses meetings, les marches, partout. Il n'y a même pas eu de blessés. Donc, s'il n'y a pas eu de blessés, on peut parler de morts, hein, entre nous. PPACI, pareil. Tous les partis d'opposition ont fait des meetings. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Eux, là, ils ont fait un meeting qui a réussi. Il y a eu 4 morts. Mon frère, tu fais un meeting qui a réussi. Il y a 4 morts. Tu parles de quelle réussite? C'est un échec. Il y a eu des véhicules incendiés. Il y a eu des véhicules incendiés. Il y a eu des blessés dans leurs discours, dans leurs déclarations. Il n'y a même pas une personnalité qui va prendre le micro pour dire que les gars, rendons hommage aux victimes, des gens qui ont perdu la vie pendant le meeting, ou après le meeting, ou ceux qui sont venus au meeting. Ça, c'est un parti, ça. Ils n'ont pas de remords. Ce n'est pas des humains. C'est des gens sans honneur. Mon frère, vous organisez un meeting. Il y a 4 morts. On ne fait pas cas de ça. Ce qu'on retient, Ouattara a dit il va réfléchir. Ce qu'on retient, il y a eu 100 000 personnes au stade Mbipé. Mon frère, il y a eu des morts. Ça, là, déjà, ça devait interpeller les officiels même du parti. Quand je vois les gens qui viennent sur les panels, ça dit faire l'impossible. Je me demande, regardez, moi je suis là, j'ai 54 ans. J'aurai 55 ans bientôt. Ça fait 29 ans que je suis à Paris. J'ai 2 enfants métis. Ils sont nés français. C'est moi qui ai demandé, moi là, j'ai été naturalisé parce que j'ai fait une démarche. C'est pas pareil. Je reviens maintenant sur le cas Thiam. Thiam est né français. Thiam là, avant qu'il ne vienne au monde, son père était français. C'est pas le fait de naître en France qu'on dit qu'il est né français. Hein. Quand tu es né d'un parent français, tu es né français. C'est la loi. Donc, Thiam, l'article 48 là, de la loi 61 là, ça ne concerne pas Thiam, c'est un binational. Et le frère qui est en haut là, je ne sais pas s'il est juriste, comment il s'appelle, il est descendu là. Oui, voilà, dans la loi ivoirienne, c'est prévu, dès lors que tu es adulte, parce que de façon officielle, la double nationalité, c'est interdit. Dès lors que tu es adulte et tu fais une demande de naturalisation, tu te procures une autre nationalité à l'âge adulte, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne, mais en même temps, le gouvernement doit faire un communiqué de façon officielle pour dire que par rapport à ceci, par rapport à cela, tu perds, un tel perd la nationalité. Il n'y a pas eu ce communiqué, il n'y a pas eu ce décret, il n'y a rien. Donc le débat même, il y a eu 8 procédures à tous les niveaux. Vous voyez? Donc ça c'est le cas Thiam. Vous voyez? J'ai noté un truc ici. Vous savez, là je vais revenir sur la mauvaise foi des gens du RDR. Regardez, quand M. Chirac a été élu en 1994, il a nommé Alain Juppé Premier ministre.
Il y a eu des grèves ici en France. Ah, on pouvait pas. Non, non, non. Un mois, le métro était fermé. Un mois. C'est-à-dire, rien ne fonctionnait. Chirac a utilisé l'article 16 de la Constitution française qui lui donnait plein de pouvoirs en situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Donc, il a pris un décret, il a dissous le Parlement. Quand il a dissous le Parlement, c'est l'étude que j'ai vécu, hein. Quand il a dissous le Parlement, ils ont refait les législatives. Vous savez, la France, c'est un pays semi-parlementaire présidentiel. Donc, quand ils ont refait les législatives, c'est la grande cause réunie qui a remporté les législatives. Et ils ont nommé leur premier ministre qui s'appelait Jospin, Lionel Jospin à l'époque. Ce Jospin-là, c'est celui qui dirigeait maintenant la France. Pendant que Chirac était président. Son bilan là, s'il avait fait un échec, cet échec-là, c'est Jospin qui allait endosser la responsabilité. C'est pas Chirac. Je reviens dessus parce que quand il y a eu l'attaque en 2002 contre le pouvoir Gbagbo, après 18 mois d'élection, on lui a imposé un gouvernement de consensus. Un premier ministre issu d'opposition. Ce gouvernement-là, M. Gbagbo n'a pas le pouvoir, il n'a pas, comment on appelle ça, c'est pas lui qui a nommé le premier ministre. C'est un premier ministre qui a été nommé par l'Occident. Il était puissant. Donc, si ce gouvernement-là a échoué là, c'est eux qui ont échoué. Pourquoi à chaque fois, M. Gbagbo n'a rien fait? Mon ami, on ne peut pas faire des réalisations en moins de 2 ans de pouvoir, de gouvernance. La durée du mandat, c'est 5 ans. Soyez raisonnable. Quand on va à l'école, quand on va à l'école, ça dit que quand on est, la dissertation, c'est en 3e ou bien en seconde, non? En 3e, déjà, on commence. La dissertation, ça dit que, ça là, même pour les gens qui n'ont pas fait les études, déjà, ils savent ce que c'est la dissertation. C'est comment apprendre à raisonner. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, en gros, la dissertation. Mais comme l'impression des gens, là, ils font exprès. Quand je disais tout à l'heure, ils font la sorcellerie, c'est des vrais sorciers. Parce qu'ils voient la vérité et ils veulent toujours chercher à nuire les autres. Ça dit que la Côte d'Ivoire, là, moi je n'ai jamais reconnu la Côte d'Ivoire. C'est devenu un pays de mensonges. Les gens mentent. Regardez, moi qui vous parle, le grand frère de ma maman, même père, celui qui était le gouverneur de la BCAO, qui est mort, qui est décédé en 1988, Ablaye Fadiga. Je suis Fadiga du côté maman. Fadiga, hein, G.A. à la fin. Il y a Fadiga, la mine Fadiga. Ça n'a rien à voir. Il dit bien G.A. à la fin. Quand il était gouverneur, Ouattara était vice-gouverneur à la BCAO comme voltaïque. Quand tu vas sur ce débat-là, ça va encore devenir qu'on appelle une discussion série. Non, mais pour ça, je peux apporter un élément. Hein. Non, j'arrive. Non, c'est moi qui parle là, mon frère. Allez-y. Moi qui parle, c'est le truc que j'ai vécu. Moi, j'ai été... Je ne vais pas parler de moi. Moi, j'ai vécu. J'ai dit ce que j'ai vu. Quand je n'ai pas vu, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pratiqué un jeu d'intelligence. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai été en Russie, au Brésil, partout. Celui qui veut m'écrire en privé, je lui donne mon vrai nom, il va aller sur Google, il va taper, il va me voir. J'ai voyagé, c'est l'État ivoirien qui m'envoie en Europe. Voilà. Je vais vous dire ça. J'avais l'âge junior quand je venais représenter la Côte d'Ivoire. Je peux dire, hein, je disais que j'apportais des éléments pour confirmer ce que vous dites. Non, je suis d'accord avec toi. Non. Si tu voulais renchérir, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, je n'invente pas. Ablaye Fadiga, là, c'est mon oncle. C'est le grand frère de ma maman, même père. En décembre 2023, j'étais à Abidjan, j'ai fait 10 jours. Après 25 années d'absence, après 25 ans, je ne suis pas allé à Abidjan. C'est en décembre 2023, je suis allé à Abidjan, j'ai fait 10 jours, j'étais perdu. Je n'ai pas reconnu Abidjan. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que RDR, c'est des magiciens. Voilà, c'est des magiciens. Vous voyez, quand on voit le cas Thiam, c'est tellement flagrant. C'est un Kenya.